bien John de Paléogie. Bravo! Des applaudissements, s'il vous plaît. Des applaudissements dans le chat. Oh là là, John, comment ça va, que ça va bien? Première question. Ça va très bien. Ouais. Comment tu te sens? Très bien. Hâte de présenter à tout le monde le sujet de ce soir. Et oui, exactement. John, tu n'es pas inconnu sur la chaîne puisque tu étais déjà venu, et ça, les vrais savent, parce que c'était il y a longtemps. Je crois que c'était le 11e live que je faisais sur ma chaîne, la 11e compréhension, très exactement. Merci pour les applaudissements dans le chat, vous faites plaisir. C'est toujours ces soundbox que je mets tout le temps. Je sais que c'est ridicule, mais moi j'adore le ridicule quelque part, donc ça me fait plaisir. Donc oui, tu étais venu pour la 11e compréhension, si je dis pas de bêtises, et c'était sur la lignée humaine, et c'est un peu aussi le sujet qu'on va traiter ce soir. En fait, pour le petit lore, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai lu justement Tolkien, le chapitre de Tolkien et les sciences dédié à la lignée humaine et aux hobbits, et plus particulièrement au cas des hobbits, et voilà, on est frères de livres. Yes, regardez les bros. Pour être transparent, moi aussi. Pour être totalement transparent, des vendus en fait. Grosse placement de produits, si un jour j'arrive à voir Roland Le Hook sur mon stream, je lui montrerai, regarde, moi aussi j'ai ton livre, c'est énorme. Donc oui, pour la petite histoire, j'avais lu le chapitre en question, et en fait je me suis dit, au début je voulais faire une digression scientifique en termes du milieu, en fait je voulais moi-même le lire en live et faire une lecture commentée, mais en fait je me suis dit, mais en fait le sujet est trop intéressant, il y a trop de trucs à dire, c'est assez fondateur, enfin c'est assez... on va dire que c'est assez pilier dans l'histoire de la paléontologie peut-être, enfin tu vas nous le montrer en tout cas, en quoi ce sujet qui est le Hobbit, vous allez voir que le Hobbit là je parle pas du personnage fantastique, mais plutôt du fameux fossile qu'on a retrouvé. Du coup, on va voir justement en quoi cet élément-là est particulièrement intéressant pour le champ disciplinaire qu'est la paléontologie. Je me suis dit, bon, bah autant t'inviter, puisque là, ça va parler de lignée humaine, et qu'en plus, t'avais été hyper convaincant sur le live de la lignée humaine. T'avais explicité plusieurs aspects, t'avais même débunké des idées reçues avec un système de vrai ou faux qui était particulièrement intéressant. Ça fait partie des lives que je recommande le plus d'ailleurs sur ma chaîne d'aller voir, le tien sur la lignée humaine, donc je me suis dit... T'inviter de nouveau ne sera que pur plaisir. Et moi, c'est un pur plaisir de revenir. Et bah voilà, merci beaucoup d'avoir accepté. Pour te présenter un petit peu, parce que c'est un petit peu comme ça aussi que la chaîne marche. Donc essentiellement, tu as fait des études de paléontologie. Tu as fait un master de paléontologie à Poitiers. Et en fait, ce que tu as fait également après ton master, c'est un master de communication scientifique. C'est ça, donc tu as un double master à la fois dans la communication scientifique et dans la paléontologie, sachant que, en fait, en termes de vulga, tu es assez actif puisque tu as toi-même ta propre chaîne YouTube qui s'appelle Paléogie, d'ailleurs que j'ai même pas affiché, tellement que je suis un sagouin. J'ai oublié de mettre le logo de YouTube, mais je vais corriger ça très rapidement, puisque tu es youtubeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne d'ailleurs, l'histoire de cette chaîne, d'où ça vient? La chaîne, je l'ai créée maintenant en 2017, donc c'était à peu près quelques mois après avoir fini mes études en paléontologie. C'était juste parce que moi, j'étais assez friand de contenu scientifique, de vulgarisation scientifique sur YouTube, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi-même composer mon contenu de parler de ce que j'aime sur YouTube, donc la paléontologie, et un peu particulièrement les mammifères et l'évolution humaine, parce que c'est un domaine pas où je suis expert, mais où j'ai un certain intérêt, parce que pendant mes études, le master que j'ai fait est un master qui est spécialisé dans l'évolution humaine et les mammifères. Et je trouvais de prendre l'axe des idées reçues sur la paléontologie un bon axe, parce qu'il y en a énormément en paléontologie, et des très coriaces qu'il faut toujours débunker en permanence. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimes bien débunker? On va peut-être en parler déjà ce soir, je sais pas. On va peut-être en parler, mais les humains descendent des singes. Celle-là, la classique. Voilà. Mais bon, je la débunk dans ta visioconférence, donc on va pas spoiler. On va pas non plus spoiler, évidemment. Il faudra aller voir éventuellement la conf pour tout savoir là-dessus. Exactement. Merci Germain Elvis d'avoir mis le lien dans le chat justement vers cette fameuse conférence, je pense. Ah non, c'est vers la chaîne, le Paléogie, effectivement, la chaîne. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller, parce que je suis tombé sur la dernière vidéo, n'hésitez pas à
Allez follow là, allez vous abonner. En fait, je suis tellement que sur Twitch maintenant que je dis follow à la place de abonnement, tu vois. J'ai pris le vocabulaire. Alors moi je suis sur YouTube, donc nous c'est abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous surtout. Activez la cloche et pause bleue. Et pause bleue. Exactement. Et sinon à côté, donc tu vulgarises sur YouTube mais tu es aussi sur du coup Facebook et Twitter comme je l'ai montré, et tu es impliqué aussi dans un groupe de vulgarisateurs qui s'appelle la Paléosphère. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'association Paléosphère dont finalement il y a tous les représentants du bureau qui sont dans le chat, parce que donc c'est une association des bisous à qui je fais un gros coucou. Donc c'est une association de vulgarisation qui promue les contenus francophones de vulgarisation sur la paléontologie. Donc il y a des profils très différents. Il y a à la fois des vulgarisateurs comme moi, comme je vais citer ceux qui sont dans le chat, mais il y a Paléoraptor, Paléostyle, etc. Donc ça va qui vulgarise sur YouTube. Mais on a aussi des blogueurs sur Facebook ou sur Twitter. On a aussi des artistes. Donc voilà, c'est des profils très hétéroclites, très différents, mais qui ont tous une passion en commune, la paléontologie. Donc on s'est réunis ensemble dans cette association pour pouvoir, comme on dit, l'union fait la force. Voilà, on a créé ça pour ça. Et donc voilà, ça va faire maintenant un peu plus d'un an même qu'on existe. Même si notre première année, on est à peu près une trentaine, un peu plus d'une trentaine de membres de la Paléosphère. Donc c'est quand même voilà, ça reste une association, comme on dit, ça reste une association à échelle humaine, mais c'est quand même déjà pas mal. Et donc voilà, donc on continue à faire nos activités. Bon, on cache pas que cette année, à cause d'un certain virus, on n'a pas eu beaucoup d'activités, mais on a réussi à faire quelques trucs. Et là, on espère que ça va reprendre et qu'on pourra rencontrer les gens en personne. Ouais, j'espère aussi que les événements vont pouvoir se refaire progressivement et qu'on va regoûter à de la vulgarisation un petit peu en visible, quoi, en face à face, quoi, parce que c'est vrai que c'est bien beau de passer ça live sur Twitch, mais au bout d'un moment ça devient chiant, quoi. En témoigne le nombre de viewers ce soir. Oh non, je suis médisant. Non, en vrai, vous êtes une petite quarantaine, ça fait plaisir de vous voir un soir de semaine à 21h en train de suivre quelque chose qui a priori pas a un contenu particulièrement, on va dire, divertissant par rapport à d'autres. Mais merci d'être là, en tout cas, merci à tous. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre sur ta grosse capacité à vulgariser? Enfin, ça fait maintenant un moment que tu es dans le game et en plus maintenant tu veux en faire même ton métier puisque tu es auto-entrepreneur dans ce voilà, c'est ça. Dans ce domaine, même si c'est tout naissant. Et oui, c'est tout naissant. Tu voudrais à l'avenir, dans l'idéal, c'est vraiment ce vers quoi tu t'orientes? Tu voudrais vivre de la vulgarisation? Dans l'idéal, ça serait de la médiation, oui, dans l'idéal, c'est ce que je voudrais faire, pouvoir en faire une activité et en vivre. Alors, pas forcément de YouTube, parce que YouTube, ça dépend beaucoup du nombre d'abonnés et il faut faire beaucoup de contenu aussi pour pouvoir en vivre. Mais en tout cas, de prestations de médiation dans des JC, dans des écoles, d'autres trucs comme ça, à terme, j'aimerais bien réussir à en vivre, même si je sais que le chemin est encore très long. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est vraiment pas simple d'être vulgarisateur à son compte et d'essayer de vivre de ça. Je pense que beaucoup du Café des Sciences peuvent en témoigner. Peuvent témoigner, c'est ça. Ouais. Merci, déjà merci d'être venu et puis bon courage pour cette carrière que j'espère pour toi va être florissante. Merci. Et sur ces paroles, mesdames et messieurs, et si on commençait à parler du sujet? Incroyable ça. Est-ce que toi tu te sens relativement prêt? Ça fait très longtemps, pour tout te dire, ça fait vraiment longtemps de mon côté que je n'ai pas hosté sur ma chaîne des présentations PowerPoint puisque j'ai un peu changé ma manière de faire depuis. Mais c'est pas grave, ça fait d'autant plus une surprise et on va s'amuser ce soir puisque on va avoir quelque chose de très illustré et ça va être très intéressant puisque tu vas nous parler du Hobbit, c'est ça? Le Hobbit, moi je dis à la française on dit. Hobbit, je voulais le dire à la Gandalf mais ça n'a pas fait son petit effet je crois. Non. Non, échec de la blague. Alors, dans le chat, non, ça n'a pas marché. Non, là, le chat dort. Hein. De toute façon, le chat... Tant que tu parles pas directement au chat, les gens sont là, sans être là. Non, je suis un peu méchant, mais en fait,
la plupart des gens sont là en mode écoute podcast, tu vois. Et en fait, ils écoutent sans avoir besoin d'interagir, et ce qui est très bien. D'ailleurs, on a besoin, je pense, le chat Mordor, exactement. Il est d'or et on a le... Il suffit que je parle du chat pour qu'il se réveille, c'est ça qui est beau. Non, mais l'idée, c'est que, évidemment, vous vous concentriez un petit peu pour suivre ce qui se passe. Donc c'est toujours plus facile de se concentrer quand on ne parle pas, mais n'hésitez pas à écrire des messages. Je préfère vous le rappeler d'ailleurs, ça c'est important. Déjà, vous pouvez écrire des messages pour animer un petit peu la soirée, animer le chat, vous faire plaisir entre vous, et aussi surtout poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions, même si c'est des questions qui vous paraissent extrêmement naïves. Faites-vous plaisir en fait, et n'hésitez pas. On le dit toujours dans la Pallosphère, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a aucune question bête, donc s'il y a un moment, un truc qui doit être éclairci, il faut me poser la question. Exactement. Donc faites-vous plaisir là-dessus. On est là pour passer un bon moment, une bonne soirée autour des Hobbits. Joufflu, ou pas. On attend juste le début du sujet. C'est vrai que moi je fais. Ça fait un quart d'heure que je meuble, mais tout va bien. Ok, bah c'est parti du coup. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser commencer, mon cher John. Ok, bah donc là le diapo est visible, c'est bon, on peut... C'est bon. Okay. Donc voilà, je vais quand même bonsoir à toutes et à tous. Donc comme tu l'as très bien dit, Robin, on va parler aujourd'hui du Hobbit. Donc on va partir dans un voyage, comme tu dis, ton émission c'est des voyages scientifiques. Là on va faire un voyage paléontologique en Terre du Milieu. Donc pour explorer un peu quelques trucs. Donc je peux préciser tout de suite, il y aurait beaucoup à dire d'un point de vue paléontologique sur la Terre du Milieu. Ouais. Comme tu l'as dit, pour ici on va déjà se focaliser sur le Hobbit, qui va déjà nous prendre sûrement bien 2 heures. Donc, on aura déjà beaucoup de trucs à dire. Donc, justement, les Hobbits. Alors, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Surtout, déjà, voilà, donc vous avez là déjà, à gauche, vous avez, je pense, des Hobbits que vous connaissez tous, donc Frodon et Bilbon Sacquet, donc de la trilogie, la saga cinématographique Le Seigneur des Anneaux et la saga libraire, bien sûr. Que je précise aussi, oui, par rapport au côté, moi, Seigneur des Anneaux, je connais uniquement les films. J'ai pas lu les livres. J'ai essayé quand j'étais ado, mais j'ai pas accroché. Donc moi, ma relation avec le Seigneur des Anneaux, elle est surtout cinématographique avec les adaptations de Peter Jackson. C'est le cas de la plupart des gens, je pense, globalement. Enfin, on n'a pas tous lu les livres. Moi, j'en les ai pas tous. Enfin, j'en ai lu que 2 et les 2 premiers en anglais. Et puis après, ça m'a un peu découragé parce que c'est pas simple. Comme je dis, moi, je suis là. Attends, on voit bien. Ouais, c'était le premier, la communauté de l'anneau. Incroyable. Je l'avais quand j'étais ado, mais je sais pas pourquoi. J'ai style de Tolkien, peut-être. J'ai pas réussi à accrocher, moi, la lecture. J'ai préféré les films. Ouais, ok. Ah oui, d'accord. T'as essayé. Et, les films t'ont plus capté, quoi. Peut-être, ouais. Ça me parlait un peu plus. Et après, à gauche, vous avez le véritable, on va dire, Hobbit de la vraie vie, quoi. Donc, qui est sans trop spoiler, donc qui est un spécimen qui a été découvert, un fossile qui a été découvert en 2004, enfin en 2003 et publié en 2004. Et donc, un peu tout le but de cette séance, ça va être un peu de savoir déjà pourquoi il s'appelle le Hobbit, on le verra à la fin, mais en tout cas, voilà, on va parler, nous, du vrai Hobbit, parce que c'est vraiment son surnom, on va dire, c'est vraiment le surnom officiel de l'espèce, elle a été surnommée le Hobbit. Et donc, avant tout ça, on va avoir un long chemin à faire pour un peu être sûr que tout le monde parte sur de bonnes bases. Et notamment, donc, la présentation va se dérouler en 3 parties. Et dans la première partie, on va justement parler de qu'est-ce que c'est la paléontologie et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que font les paléontologues. Mais donc, c'est vrai ça. Revenons aux bases finalement, c'est ça. Déjà, revenons aux bases pour être sûr que tout le monde. C'est ça. Pour être sûr que tout le monde. Ce que c'est que la paléontologie. À ne pas confondre avec l'archéologie, n'est-ce pas? C'est ça, voilà, tu commences déjà à spoiler alert. Donc, comme je disais, partie 1, dans un trou vit un paléontologue. Oui, parce que peut-être l'image que beaucoup de gens ont des paléontologues, ce sera cette image-là, donc de gens qui sont dans des trous pour creuser, chercher des trucs, des fossiles plus exactement. Donc c'est vrai que le métier de paléontologue, ça consiste en partie à ça. Ça consiste à chercher des fossiles. Alors justement, pour rendre un peu hommage à Tolkien, qui, comme certains l'ont rappelé, était linguiste, donc le sens des mots est important, et qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Qu'est-ce que ça veut dire paléontologie? Donc paléontologie, ça vient de plusieurs termes de grec ancien. Donc paléo qui signifie ancien,
ontos qui veut dire les êtres, ce qui a été, Mhm. et logos, l'étude. Donc en gros, paléontologie, ça veut dire l'étude de la vie ancienne, tout simplement. Donc en gros, on va étudier toutes les traces de vie passée. Et par traces, ça peut être des fossiles, mais ça peut être des empreintes, ça peut être des crottes fossiles, ça peut être des restes de coquilles. Un fossile, c'est vraiment très large. Et donc, paléontologie, comme on dit, on étudie donc les restes d'organismes. Donc, il y a un côté un peu qui dépend de ce qu'on appelle la biologie, donc l'étude de la vie en général. Mais ces formes de vie, ces restes, ces traces de vie, bah, elles sont présentes dans les sédiments. Donc, la paléontologie est aussi un peu à la frontière avec la géologie. Donc voilà, la paléontologie, c'est un peu en frontière entre ces deux domaines. Donc, en général, dans les parcours pour devenir paléontologue, en général, il y a un peu de formation en biologie et en géologie. Même si en fonction des formations qu'on fait, on peut avoir des fois un peu plus de biologie ou de géologie, et en fonction aussi des spécialités de chacun. Parce que la paléontologie est un domaine qui, comme beaucoup de disciplines scientifiques, Regroupe d'autres regroupe sous-disciplines, ouais, c'est ça. sous-disciplines, et il y a énormément de spécialités en paléontologie. Pratiquement chaque groupe animal peut être une spécialité, comme on peut dire les mammifères, les requins, les reptiles, etc., etc. Donc voilà, déjà, c'est pour définir un peu plus ce que c'est la paléontologie. Et donc là, vous avez des images un peu issues de la culture geek de paléontologue. Et là, je pense qu'il y en a certains qui vont commencer à tiquer parce que oui, il y a en effet un intrus parmi toutes ces photos. Ah. Donc, je pense que ces deux-là, déjà, beaucoup ont dû les reconnaître. Donc, on a Alan Grant et Ellie Sattler, donc Jurassic Park. Nice. Ils sont donc, eux, bien des paléontologues. Ellie Sattler est même une paléobotaniste parce qu'elle s'intéresse aux feuilles, à la végétation passée, qui donc vivait à l'époque des dinosaures. Ici, donc, bon, je pense pas que ça parlera à toutes les générations, mais donc c'est Ross Geller de la série Friends. Donc, des années qui 90, ne connaît pas Friends, franchement, voilà, dans le chat, ça m'étonnerait quand même. Même moi qui n'ai pas trop connu et qui n'aime pas spécialement d'ailleurs, mais c'est tellement populaire que... J'allais dire, même moi c'est passé, j'étais gamin, mais ça a été rediffusé, j'ai vu les rediffs, moi, mais je connaissais pas non plus. Mais après, c'est possible, hein, on sait jamais, il y en a peut-être qui n'ont jamais connu. Mais en tout cas, lui aussi, qui est un paléontologue dans la série, c'est vrai qu'il y en a des fois qui l'oublient, mais il est vraiment paléontologue. Ah ouais, je savais pas. Moi non plus, mais après, c'est pas trop l'objet dans la série, mais oui, il est... je sais plus s'il est vraiment diplômé, parce qu'il a un docteur en paléontologie, mais je sais qu'à un moment, il se présente en tant que paléontologue. Donc, c'est un vrai paléontologue. Et vous avez donc ici un autre personnage très populaire de la culture geek, qui est donc Indiana Jones. Sauf qu'Indiana Jones n'est pas paléontologue, il est archéologue. Et là, voilà, on arrive justement à ce que tu as commencé à dire, c'est que oui, beaucoup de gens considèrent ou ne voient pas la différence entre paléontologue et archéologue. Donc déjà, pour commencer à distinguer, voilà, je vous dirais que archéologue, c'est Indiana Jones, paléontologue, c'est Alan Grant. Et après, peut-être, je ne pense pas que ça parlera beaucoup. Donc, qu'est-ce que concrètement la différence entre ces deux domaines? Alors donc, pour expliquer un peu la différence, je vais prendre un hobbit. Ouais. Et pour ce qui est intéressant, ça va être, je vais d'abord présenter une description comme si c'était un paléontologue qui décrivait un hobbit. Et après, je présenterai une description comme si c'était un archéologue qui décrirait un hobbit. Ah, ça c'est intéressant, ça. On va pouvoir voir, du coup, comprendre subtilement la différence, quoi. Donc, je vais commencer déjà. Alors, bon, j'ai noté parce que la description est un peu longue, je ne me sentais pas de la prendre par cœur. Donc, on va commencer déjà par la description, on va dire, tiens, archéologique plutôt. Ouais. En premier, la description archéologique qui va peut-être vous dire quelque chose. Alors, donc, les hobbits vivent de la culture de leur terre, satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grands. Ils ne sont jamais connus comme valeureux, guerriers et ne comptaient pas plus de braves non plus. Il était de notoriété publique que la véritable passion des hobbits était la boostify. Ils ont développé un intérêt dans le brassage de la bière et le fumage de l'herbe à pied. Les hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Donc, je pense que ça aura dit quelque chose avec pas mal de monde. Donc oui, c'est l'intro de la communauté de l'anneau. Ah, c'est ça. À propos des hobbits. Je me demandais ce que tu lisais, en fait. Ça, je l'ai un peu raccourci, mais donc ça serait un peu une description archéologique des hobbits. C'est décrire la civilisation, quoi, c'est ça. C'est ça. Par contre, une description maintenant paléontologique. Alors, paléontologique. Les hobbits se caractérisent par leur petite taille. Ils mesurent entre 60 et 120 cm et vivent en moyenne jusqu'à 80 ans. Ils ont des poils sur les pieds semblables à leur chevelure, bruns, épais et frisés.
La plante de leurs pieds est recouverte de cuir naturel, leur permettant de marcher pieds nus en toutes circonstances. Ils ont des oreilles légèrement pointues. Ils sont très proches des humains, bien plus que des elfes et des nains. Donc là, est-ce que vous avez la différence? Est-ce que vous sentez la diff dans le chat? La différence entre une description paléontologique, donc la dernière que j'ai à faire, et la première, c'était plus une description archéologique. D'accord. Ouais, c'est subtil quand même la diff. Moi, je pense l'avoir, à mon avis. Oui, on l'a. Ils l'ont. Voilà. Après, pour vous montrer, c'est que, tu vas commencer à le dire, c'est que c'est vrai que l'archéologie va s'intéresser aux vestiges, et c'est-à-dire aux vestiges d'une culture. Donc, comme je l'ai dit, donc par exemple, les hobbits. Si jamais des archéologues s'intéressaient à des hobbits qui auraient existé dans notre monde, eux, ils savaient de savoir de quoi ils vivaient, quelles étaient leurs mœurs. Donc voilà, là, comme j'ai dit, donc, les hobbits pensent beaucoup à bouffer et à cultiver la terre. Par contre, les paléontologues, nous, on va s'intéresser aux fossiles, donc vraiment au squelette des individus. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple la taille des individus, les différences entre les mâles et les femelles, jusqu'à quelles années, jusqu'à quand ils vivaient, quelles étaient leurs caractéristiques propres. Donc, par exemple, pour les hobbits, le fait d'avoir une petite taille et des pieds très grands, poilus. Enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment ça la différence entre la paléontologie et l'archéologie. C'est que l'une va s'intéresser à la culture et aux outils, qui signifie, alors que la paléontologie va s'intéresser en gros à toutes les formes de vie. Et ce qui fait aussi qu'on confond souvent la paléontologie et l'archéologie, c'est que concrètement, l'archéologie, comme j'ai dit, comme ça s'intéresse aux outils, pour l'instant, les plus vieux outils que l'on connaisse, ils datent autour de, alors c'est là que j'ai, de 3,3 millions d'années. Okay. Donc c'est relativement récent quand même à l'échelle des temps géologiques. On aura l'occasion de voir un peu les échelles, le temps géologique, d'accord, à quoi ça correspond, mais 3,3 millions d'années, c'est quand même relativement récent. Alors que les paléontologues, comme on s'intéresse à toutes les formes de vie, nous, on va pouvoir remonter à plusieurs millions d'années, à 10 millions d'années, 60 millions d'années, jusqu'à... Ou même en milliards d'années, jusqu'à l'origine de la vie, quoi. C'est ça, jusqu'à l'origine de la vie. Donc, on a vraiment une échelle de temps beaucoup plus grande. Et par contre, ce qui peut arriver, c'est que les paléontologues et les archéologues, par exemple, ceux qui travaillent sur l'évolution humaine, comme ça peut être mon cas, là, on peut collaborer avec des archéologues parce que les archéologues vont s'intéresser à d'autres aspects de ce qu'on va trouver dans un site qui a été habité par les humains. Là où les paléontologues vont s'intéresser, donc, comme j'ai dit, aux caractéristiques biologiques des individus, les archéologues vont s'intéresser à la culture de ces individus. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi que la confusion peut être entretenue, parce que sur certains sites, comme par exemple en Éthiopie, les archéologues et les paléontologues peuvent collaborer. On a les deux métiers, quoi. Ok. Exactement, mais c'est bien sûr deux métiers complètement différents qui peuvent avoir par contre des techniques en commun. Parce que comme je l'ai dit, les vestiges, on peut les trouver dans les sédiments, comme les fossiles. Donc il y a aussi l'archéologie aussi a besoin de dater les restes qu'ils trouvent. Ouais. Donc on a aussi cette notion de datation, mais qui a une échelle beaucoup plus petite, comme je l'ai dit, par rapport à la paléontologie. Mais voilà, on a des méthodes en commun, mais par contre, on n'a pas du tout le même sujet et pas du tout les mêmes problématiques. Ouais, les mêmes buts, quoi. On n'essaie pas d'expliquer les mêmes choses, quoi. Enfin, on s'intéresse pas du tout. C'est l'objet d'étude qui est différent, quoi. Exactement. Tout simplement. Mais ça paraît tout simplement, mais... Oui, mais c'est pas... Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Parce que, concrètement, c'est des gens qui creusent dans la terre pour trouver des restes, mais ils ne cherchent pas les mêmes objets. Ils cherchent pas les mêmes réponses aux questions de recherche qui sont derrière, quoi. C'est ça, même si ça peut des fois un peu se chevaucher, comme j'ai dit, pour certains domaines, comme l'évolution humaine. Mais sinon, concrètement, comme j'ai dit aussi, c'est pareil, quand on voit pour les pyramides, qu'il y en a qui disent que c'est des paléontologues qui fouillent, non, les paléontologues ne s'intéresseront jamais aux pyramides. Oui, parce que c'est de la culture humaine, enfin, c'est trop récent, en fait. Enfin, c'est purement, quand on s'intéresse aux pyramides, on s'intéresse à un contexte, à une civilisation, à de la culture autour d'un peuple qui vivait d'une certaine manière, et on essaie de comprendre cette manière de vivre, et on ne cherche pas à comprendre la physionomie de l'espèce des individus, puisque c'est Homo sapiens, puisque c'est nous, en fait. Donc on n'a pas grand-chose à apprendre. Il n'y a pas eu d'énormes... un gap d'évolution entre les Égyptiens antiques et nous, quoi. Non, déjà, même entre Cro-Magnon et nous, il n'y a pas eu de grosse évolution morphologique, on va dire, parce que Cro-Magnon, c'est un Homo sapiens comme nous, en fait. Non, mais c'est intéressant de reposer les bases là-dessus. Et c'est pareil aussi, un archéologue ne travaillera jamais sur du dinosaure, parce que c'est pas du tout leur domaine d'étude. Oui, voilà, c'est ça. Comme je l'ai dit, les dinosaures, c'est plus de 66 millions d'années.
en tout cas pour ceux comme le tyrannosaure et le triceratops qui sont connus, mais un archéologue ne travaille pas du tout à cette échelle de temps. C'est marrant, donc, je trouve que ça souligne d'autant plus notre côté anthropocentré un petit peu, cette distribution de sciences, dans le sens où en fait on fait des choses on s'intéresse à des choses qui sont relatives à l'humain, tu vois, et on a créé une discipline juste spécifique pour la culture humaine, quoi, l'archéologie. Enfin, ça montre le côté que on a des fois un peu plus. Enfin, c'est pas qu'on s'intéresse pas à la paléontologie, mais c'est que c'est marrant qu'on dissocie vraiment l'humain du reste du monde animal, quoi, finalement. Parce qu'on y associe une culture qui est très prégnante, et parce que c'est nous, c'est notre époque, enfin, c'est nos ancêtres, ça a une valeur, tu vois, presque sentimentale, quoi. C'est un peu même, ça fait. D'ailleurs, en paléontologie, il y a aussi, on parlait d'idées reçues, une grosse idée reçue aussi que. Pas aussi difficile que l'homme descend du singe, mais elle est un peu liée, c'est que les humains sont des animaux. Là aussi, en paléontologie, c'est une grosse idée reçue, et je sais qu'on avait fait ça. Alors, c'est quand même pas aussi admis que pour l'homme descend du singe. En général, les gens, quand je leur pose la question vrai ou faux, les humains sont des animaux, beaucoup répondent oui. Mais quand même, je sais que sur Twitter, on avait une conversation avec d'autres où on s'était aperçu que, apparemment, ce fait est pas encore bien compris par certains gens qui ne comprennent pas comme tu dis, c'est que l'humain, alors certes, si on enlève le côté philosophique et culture, tout ça, mais sinon, on est des animaux comme les autres. On n'a aucune raison de ne pas nous considérer comme des animaux. On est des singes, des primates, mammifères, vertébrés, donc on a toutes les caractéristiques des animaux. Après, pour le côté philosophique, ça, c'est un autre domaine. C'est vrai qu'il y a une remarque assez juste de Wanflows qui dit en même temps on aurait du mal à étudier la culture d'une autre espèce que l'humain. C'est vrai, mais en fait elle existe quand même. Je pense que les dinosaures devaient avoir une culture, tu vois, d'une certaine manière. Je sais qu'on parle, vous avez parlé peut-être le NIDPI, Agatha pourra peut-être plus en parler, parce que pour le comportement animal, c'est plus sa spécialité. Mais je sais que moi j'ai parlé avec des paléontologues qui ont dit que pour certains, alors ça reste chez des primates, mais on peut voir aussi ça chez d'autres groupes d'animaux, on peut parler de véritable culture animale. Oui, bien sûr. Culture même tout court, parce que nous sommes nous-mêmes des animaux. Il y a des chimpanzés qui utilisent des outils. Alors, on pense pas forcément à il y a des galets aménagés, mais il y a aussi tout simplement même des petites branches aménagées pour pouvoir mettre la branche dans le trou de la termitière et les termites montent dessus. Et comme ça, les singes ils peuvent y manger. Ça, c'est un outil de. Et c'est, comme on dit, il y a tout un truc. Ça nous paraît simple, mais non, il y a tout un processus cognitif derrière qui se dit que l'animal, il a choisi cette brindille-là, il a conscience de la taille et il a fait exprès, quoi. Il est intelligent. Ça chez les oiseaux. Et je sais qu'aussi, il y avait, alors j'ai plus l'étude en tête, mais c'était chez des espèces de macaques japonais. En fait, ils mangeaient des espèces de fruits. Et un jour, il y a une femelle qui a eu l'idée de nettoyer ses fruits dans l'eau. Et ce qui est drôle, donc déjà, ça, c'est une habitude culturelle, on va dire. Et tous ses congénères sont mis à faire comme elle. Donc là, on a en plus un exemple un exemple social, quoi. C'est ça, une action culturelle qui en plus est transmise après dans la génération. Donc voilà, et c'est pas que chez Homo sapiens qu'on observe ça, on observe ça chez tous les animaux, mais comme le commentaire le dit judiquement, c'est que peut-être on s'intéresse. C'est soit plus difficile, soit peut-être, ça peut être aussi, comme tu disais, un peu le côté historique, on s'intéresse un peu qu'à nous. C'est peut-être aussi vrai qu'il y a peut-être moins d'études qui portent sur l'étude de la culture chez d'autres animaux. Et qui peut-être, si on s'y intéressait un petit peu plus, on découvrait des choses. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que ça pose aussi la question de la nature versus la culture, les deux termes qu'on oppose souvent parfois, mais qui au fond sont quand même très liés et ont des limites un peu floues, quoi. Exactement. Voilà. Bon, je propose qu'on avance un peu parce qu'on a un peu digressé sur la. Mais c'est super intéressant comme mais donc déjà. Ce qui est clair, archéologie, paléontologie, donc voilà, j'aurais dû rajouter sur la diapo un différent, pas égal, pour bien expliquer que ce n'est pas du tout la même science. Et donc maintenant, on va passer à un autre aspect de la paléontologie. Donc là, c'est le temps géologique. Donc là, ce que vous avez représenté, donc oui, comme tu dis, ça fait une figure très impressionnante parce que c'est la figure scientifique. Donc ça, c'est l'échelle des temps géologiques. Donc c'est la vraie, celle qui est proposée par la Commission internationale stratigraphique. Donc même si celle-là, certains vont remarquer, je crois qu'elle date de 2009. Donc depuis, elle a été encore remise à jour. Mais en gros, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est en gros pourquoi il y a cette échelle de temps géologique. Parce que quand on explore des périodes de temps très longues, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'années, il y a un moment, il nous faut des repères en paléontologie. Il nous faut des barreaux, un point repère pour qu'on puisse s'y retrouver. Et donc pour ça, on a défini des couches géologiques qu'on a datées.
et ce qui nous permet de définir différentes périodes géologiques. Donc, pour pouvoir en parler un peu plus, on va arrêter d'utiliser cette image-là et on va justement regarder. On va revenir en terre du milieu. Parce qu'en terre du milieu, il y a aussi une chronologie qui, comme si des gens sont comme moi et se sont intéressés qu'au film, donc Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, on n'en a pas conscience, mais le background de la terre du milieu de l'univers Tolkien est énorme. Parce qu'il n'a pas écrit que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, il y a aussi le Silmarillion, si je prononce bien. Silmarillion, je crois, oui, c'est ça. Silmarillion, c'est ça, qui est plus un... Alors, je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est un livre un peu... encyclopédique qui raconte toute l'histoire de la Terre du Milieu. Et donc, en Terre du Milieu, justement, on retrouve une espèce de chronologie avec des grandes périodes. Donc, il y a les années des lampes, les années des larves, les années du soleil. Je ne rentrerai pas dans les détails pourquoi ils les appelaient comme ça, parce que sinon... C'est tout un univers, tout un lore. Et puis, bon, s'il y a des spécialistes du chat, faites-vous plaisir. Je sais que des fois, Des fois, il y en a dans le chat, des gens qui connaissent vraiment bien le lore. N'hésitez pas s'il y en a. Qui sont dans ce cas-là. Je crois, si j'ai bien compris, c'est que l'année des lampes, c'est au début, donc il y avait ni plantes ni soleil sur la Terre. Après, l'année des arbres, c'est quand les arbres se sont éveillés. Et les années du soleil, c'est les périodes récentes où on a les premiers rayons du soleil, si j'ai bien compris. Après, dans l'univers Tolkien, il y a aussi un peu de la poésie, donc je suis pas sûr qu'il fallait y prendre au sens propre. Oui, c'est ça, c'est que c'est une cosmogonie en fait, la manière dont c'est expliqué. Donc il y a tout un jeu d'interprétation et de compréhension des textes qui peut être un petit peu différent d'une lecture à l'autre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce découpage en périodes, et même au sein d'une période, il y a un découpage en plus petites périodes, comme par exemple les années du soleil, vous avez le premier, le second âge, le troisième âge et le quatrième âge. Et pour donner un point de repère, pour ceux qui se demandent où se passe l'intrigue du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, ça se passe à la fin du troisième âge. Et à partir du quatrième âge, on a le règne de Aragorn en roi, etc., etc. Donc voilà, mais ça, c'est intéressant, parce que si on prend donc maintenant une échelle des temps géologiques un peu plus simple, on retrouve à peu près le même système. Vous avez donc des grandes périodes, le paléozoïque, qu'on appelle aussi le primaire, le mésozoïque, le cénozoïque, qui sont eux-mêmes découpés en plus petites périodes, qui ont des noms pas forcément obligés d'y retenir, mais certains sont un peu plus connus, genre Trias, Jurassique, Crétacé, en général, ça beaucoup de gens connaissent. Et donc, etc. Donc on retrouve un peu ce système de chronologie, un peu comme ce que Tolkien a proposé pour son monde. Et donc, en fait, pour donner un peu des idées, donc, vous avez aussi des points repères là, avec des dates. Par exemple, tout ce qu'on appelle le Précambrien, en fait, c'est une grande période, en gros, où on réunit tout ce qui s'est passé avant 542 millions d'années et jusqu'à la création de la Terre. Donc, c'est une période, sachant que la Terre a 3 milliards, à peu près 4 milliards d'années. Ouais, c'est ça, 4,7 milliards d'années, je crois. 4,1, je sais pas. Oui, dans 4,5, je crois, 4,5 milliards d'années. Enfin, en tout cas, la Terre a 4 milliards d'années. Donc, c'est une période. C'est beaucoup plus grand que ce que ça peut paraître là sur la figure. Et donc, à partir de 542 millions d'années, on entre dans ce qu'on appelle le Cambrien. Donc, c'est la première période petit. On va dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on a la vie complexe, avec des formes de vie un peu plus complexes. Pour simplifier, même si c'est hyper caricatural de parler comme ça, mais c'est pour moi donner un cadre aux gens qui ne connaîtraient pas bien l'histoire de la Terre. Donc c'est à partir de là qu'on a les premiers invertébrés, les premiers poissons, et après petit à petit on a les premières formes des plus gros poissons, après on a les premières formes de vie terrestre comme les reptiles, les amphibiens, puis après on a des formes un peu plus dérivées, pas évoluées, ça on pourra en revenir, dérivées comme les mammifères, les oiseaux, etc., etc. Et on arrive jusqu'à notre période ici. Donc entre ici et aujourd'hui, il y a 542 millions d'années. Et pour donner un autre point de repère, nous ici, on est ici dans la dernière période actuellement admise, donc qui est l'Holocène, qui appartient au Quaternaire, qui est lui-même la dernière période du Cénozoïque. Et avant ça, on a eu plein d'autres événements. Ouais, donc il y a une découpe, quoi. C'est ça. Et l'Holocène, pour vous dire quel est le point de repère du début de l'Holocène, en gros, ça correspond à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 600 ans. D'accord. Donc c'est vraiment une toute petite tranche, quoi. Ouais. Exactement. Ok. Ouais, non, c'est marrant comme comparaison, et pour le coup, comme toi, j'ai lu le livre Tolkien et les sciences, et je me souviens pas avoir vu des auteurs faire l'analogie entre la timeline de l'univers de Tolkien, du Silmarillion, et notre propre chronologie. C'est intéressant, du coup, bravo pour avoir eu l'idée. Tu vois, je pensais même pas. Je l'ai pas lu en entier encore tout le livre, donc je pense. Moi, j'ai pas tout lu non plus, mais j'ai lu une bonne partie et je pense que j'aurais dû. Je pensais que quelqu'un aurait fait la comparaison, parce que je trouvais que c'était. Moi, je trouvais ça assez évident et je trouvais même que.
Ouais, je sais que Tolkien n'était pas forcément un géologue ou un gars qui s'intéressait à ça, mais je trouvais qu'il avait. Enfin, c'était intéressant justement de retrouver un peu ce système Complètement, en période et en période découpée. Après, c'est vrai qu'on retrouve ça un peu pour les périodes historiques. Moyen-Âge, Antiquité, ouais, c'est ça. tout Donc, ça. en tant Tolkien qu'historien, enfin, il n'était pas directement historien, mais il s'intéressait beaucoup à l'histoire. C'est ça. Peut-être il s'est plus inspiré que ça, mais c'est un système qu'on retrouve aussi pour l'échelle des temps géologiques, donc c'est tout à fait normal, qui est une grosse analogie là-dessus. Et donc voilà, donc là c'était aussi pour vous présenter. Alors comme je dis, c'est vrai que là comment je le présente, ça a l'air simple, mais c'est vrai que même nous, même pour moi qui suis habitué à en parler, c'est difficile de se rendre compte que ça fait 1 million d'années. 1 million d'années, c'est une échelle de temps qu'on peut même pas se représenter. Pour l'esprit. C'est inconcevable parce que comme on dit, même si on prend toute l'histoire de l'humanité, alors je prends vraiment histoire avec un grand H, donc c'est-à-dire vraiment des premiers écrits, tout ça, ça tient dans, allez, on va dire, si on prend, on dirait 10 000 ans, quoi. Et encore, je suis très large. Alors, donc 1 million d'années, c'est 100 fois, attends, pas de bêtises. Ouais, 1 million d'années, c'est 100 fois 10 000 ans. Ouais, c'est ça. Oui, je me suis fait 10 000, 100 000, 1 million, ouais, c'est ça. C'est ça, avant de dire une bêtise. Ouais, c'est le soir, les calculs, le mois de tête. Yes, let's go. Mais donc voilà, c'est 100 fois 10 000 ans. Donc voilà, c'est vraiment. Ouais, non, c'est pas concevable, oui, c'est des chiffres beaucoup trop gros. C'est ça, donc c'est pour ça, de poser un cadre, ça aide déjà un peu de l'échelle des temps. Complètement, ouais. Donc voilà, et donc, après avoir posé ça, maintenant, c'est l'heure de faire une pause à l'auberge du Poney Fragrant, si jamais il y en a qui ont des questions. C'est ça, j'ai prévu des pauses dans la présentation. Si jamais il y a des questions qu'on a loupées, c'est le moment. On s'arrête à l'auberge du Poney Fragrant. On est comme sur on prend une petite bière avec Aragorn. C'est ça, et voilà. On discute. Si jamais il y en a qui ont des questions, il y a des trucs qui sont pas clairs. C'est bien, ça fait des pauses intellectuelles. Et ça en fait pour moi aussi. Ça permet de boire un roguelite. Elles sont définies comment les différentes échelles géologiques, nous demande Mandrake 42. Alors, on va revenir là. Comment on passe d'une à l'autre, du coup? Alors, justement, comment on passe de l'une à l'autre? Alors, c'est basé sur des couches géologiques. Et en fait, comment on délimite une limite inférieure et une limite supérieure? Et en fait, c'est des événements. Alors, des événements, par exemple, je vais en prendre un tout à fait au hasard. Entre, par exemple, le Crétacé et le Paléogène, on a un événement, on a une extinction plutôt assez célèbre parce que ça a mis... c'est la fin du règne des des dinosaures, entre gros guillemets, parce que peut-être ça aussi je vais l'apprendre à certains, mais les dinosaures sont toujours parmi nous parce que les oiseaux sont des dinosaures. On a établi un lien de parenté, voilà. Première révélation. Oh no! Oh my god! Donc oui, les oiseaux, il y a un lien de parenté qui a été établi depuis très longtemps et qui donc montrerait bien que ce sont des dinosaures. Mais en tout cas, à la fin du Crétacé, on a quand même un événement d'extinction de masse qui n'a pas concerné que les dinosaures comme le Tyrannosaure et le Triceratops. Il y a d'autres grands groupes, comme par exemple, je peux citer les reptiles volants, les reptiles marins, ou les crocodiliens aussi, qui ont été pas mal affectés. Donc à ce moment-là, on sait que dans le registre fossile, en fait, c'est simple, c'est qu'on a une couche géologique, on trouve des fossiles, et dans la couche suivante, on n'en trouve plus, donc on une grande extinction. On a une extinction de masse. Et pour cette période-là, en plus, c'est un peu plus... La limite est encore plus claire, parce qu'en fait, entre le Mésozoïque et le Cénozoïque, donc entre le secondaire et le tertiaire, on a vraiment une fine couche de... Alors, c'est un métal qui se trouve dans les... C'est l'iridium, je crois. C'est ça, l'iridium, yes. qui sépare les deux systèmes. Donc là, on a vraiment une limite, on va dire, limite physique. Et donc, c'est comme ça qu'ont été définis, par exemple, la limite entre le Mésozoïque et le Cénozoïque. Exactement. Et ouais, on parle... Et après, c'est un peu pareil pour d'autres. Pareil entre le primaire et le Mésozoïque. En fait, on a une grosse extinction de masse. C'est même la plus grande extinction de masse qu'on ait connue jusqu'à aujourd'hui, qui marque la limite. Et après, pareil pour les autres périodes, on a d'autres événements, des extinctions, des changements chimiques, des changements géologiques qui sont des repères pour les paléontologues pour délimiter ces périodes. Parce que oui, ça aussi, point important, les périodes, on va dire, c'est les humains, c'est nous, c'est les chercheurs qui les définissent. Oui, c'est ça. Donc c'est pas une science exacte, quoi. C'est pas la nature qui a décidé, bam, allez, là on change de période, let's go. C'est pas la nature qui a dit, paf, là on passe au Mésozoïque. C'est nous, en tant que paléontologue, on a besoin d'avoir des repères dans cette immense stratigraphie, mais en gros, pour la nature, depuis même le début de la Terre, c'est un continu, quoi. Et voilà, et puis même s'il y a des repères, même s'il y a des fissures, en fait, ces changements qu'il y a pu y avoir dans l'environnement, ça a été une transition quand même, ça n'a pas été... ça s'est fait passer en un mois, ni en un an, ni en 10 ans, ni en 100 ans, ni en 1000 ans, en fait, ça s'est fait en... Exactement, par exemple, l'extraction qui s'est passée à la fin du Crétacé,
Ouais. Bon, même si la chute de la météorite, c'est un Elle est événement instantanée, ponctuel ouais. qui s'est passé en une journée, mais l'extinction des dinosaures, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Ça a pris très très longtemps, sûrement des millions d'années. Et Ouais. sauf qu'à l'échelle des temps géologiques, un million d'années, Bah, c'est que c'est dalle, petit, quoi. donc Ouais, c'est ça. c'est que dalle. Donc on le voit, nous on voit juste, on constatera juste l'extinction Hmm. dans le registre fossile, et c'est tout. Mais on constatera pas, enfin on verra pas quels animaux sont été informés, on verra pas l'extinction globalement. Ouais, Et et aussi, donc, ouais. bah, si, c'était pour ça aussi que, comme je disais, par exemple, il faut savoir aussi que, par exemple, là, vous avez, donc ça, sur cette échelle-là, vous avez ici justement les âges qui sont donnés à chaque limite. Donc, vous Mhm. voyez, et en fait, ces périodes-là, le clou là que vous avez à côté, les symboles là, c'est des clous dorés parce qu'en fait, sur Terre, vous avez ce qu'on appelle des affleurements types qui sont en gros l'affleurement où on a daté la limite entre ces périodes. D'accord. C'est le point repère. C'est expliqué ici en anglais, mais c'est les points. Parce que voilà, Il y a c'est les des... stratotypes. Voilà, chercher le terme. Stratotype parce que stratigraphie, stratotype. Donc le stratotype, c'est vraiment euh, l'affleurement qui donne les caractéristiques, on va dire, géologiques, paléontologiques d'une couche et aussi sa limite inférieure et Ok, supérieure. Et donc, vous d'accord, voyez, d'accord. bah, pour les périodes récentes, on en a beaucoup, et plus on recule, bah, en général, après, il y en a de moins en moins parce que bah, on n'a pas forcément les affleurements à Ok. disposition. Et ça, ces datations, ces définitions de couches, bah, elles changent tout le temps. C'est pour ça que quand je vous ai dit que ça date de 2009, parce que chaque année, bah, la commission internationale de la stratigraphie se réunit pour mettre au point, bah, pour dire, bah, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé, est-ce qu'on redéfinit certains trucs. Et ils Hmm. font ça chaque année. Donc chaque année, on a une nouvelle échelle des temps géologiques qui redéfinit, qui change des dates, etc., etc. Ok. Mais pour l'instant, ça aussi, j'y reviens beaucoup là-dessus. Pour l'instant, cette commission a toujours décidé que nous sommes toujours dans l'Holocène. Ok, bah très très Peut-être bien, certain. alors, c'est parfait. Parce que- Et donc voilà, ça, c'était Ok, juste pour en mettre un principe. Et donc voilà, bah après, s'il n'y a plus d'autres super. questions, Ouais, non, il n'y a plus trop d'autres questions. On va essayer d'avancer un peu parce qu'il est déjà 21h30. Et t'as combien de parties? T'en as... T'en as 3, c'est ça? bah, bah, là, on a fait la première déjà. Yes. Et on en est. Après, bon, ça va aller. Peut-être la deuxième va aller un peu plus vite, on verra bien. Et donc maintenant, Ok. on va passer à la deuxième partie. Donc, une phylogénie pour les unir. Donc, bon, la référence, j'ai pas besoin d'expliquer d'où elle vient. Et donc, Yes. peut-être il y a ce mot un peu compliqué, phylogénie, qui peut-être ne va pas parler à tout le monde. Faut Donc, expliquer ça. concrètement, qu'est-ce que c'est une phylogénie? Bah, en fait, c'est ça. Donc, phylogénie, ça se représente comme ça. C'est ça ce qu'on appelle plutôt un arbre phylogénétique. Donc, en fait, bah, vous voyez, ça réunit un peu, ça a l'air de relier un peu tous les animaux. Alors là, c'est que les vertébrés. Hein. Il n'y a pas que. Parce que si s'il y avait eu tous les invertébrés sur cette figure, Ce serait ça l'enfer. aurait On été verrait bien que chargé. dalle. Donc là, il Ouais. n'y a que les vertébrés. Et qui donc bah, semble un peu réunir les animaux dans des groupes, et qui semble après raconter un peu leur histoire, les unir Hmm. certains. Donc voilà, donc en gros, maintenant, pour revenir un peu à la science aussi de Tolkien, donc la linguistique, qu'est-ce que ça veut dire phylogénie? Donc phylogénie, ça vient de phylon, qui veut dire famille, et de genesis, qui veut dire création. Donc en fait, la phylogénie, c'est l'étude des relations de parenté des organismes. Alors attention, c'est pas parenté dans le sens qui descend de qui, donc c'est-à-dire c'est pas entre des parents et des enfants. Là, on est dans le sens qui est plus proche de qui. Alors attention, voilà, dans une figure comme ça, dans un arbre phylogénétique, en fait, on va réunir les espèces en fonction de caractères qu'elles ont en commun. Par Mhm. exemple, les mammifères, on va dire les poils. Je prends Ouais. cet exemple qui est un peu caricatural, mais c'est pour donner un exemple. Il y a une idée, ouais. Les mammifères qui ont tous des poils, ben, on les réunit dans le même groupe qu'on appelle mammifères. D'accord. Euh, Les mammifères, les vertébrés, tu veux dire les vertébrés qui ont tous des poils, c'est des mammifères, non? Exactement, oui, c'est Oui. ça. Les Oui. vertébrés qui ont tous des poils, on va dire c'est des mammifères. D'accord. Ceux qui ont des écailles, c'est des reptiles. Mais ça, c'est pas vrai, parce que reptiles, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Mais, enfin, mais par exemple, les oiseaux, bah, pour les plumes, les oiseaux, on va dire tous les vertébrés qui volent et qui ont des plumes. Ouais, Bah, encore ouais, une ouais, fois, on va... encore une fois, c'est pour caricaturer Oui, bien énormément, sûr. mais voilà, c'est à ça qu'on dit de phylogénie. Ou par exemple, vous pourrez dire, bah, ce qui est le cas pour ce groupe-là, les tétrapodes, tous les vertébrés qui ont 4 pattes, on les met dans un même groupe qu'on appelle Hmm. tétrapodes. Et donc on retrouve bien sûr tous les animaux terrestres, depuis les premiers amphibiens jusqu'aux vertébrés et aux oiseaux. L'objectif ici, c'est de classer, en fait, de catégoriser, d'avoir une idée un petit Exactement. peu, de Mais faire des liens, de tisser des liens entre les espèces actuelles. tisser des liens, mais toujours en fonction de caractères partagés, hérités et autres nuances héritées d'un ancêtre commun. Ouais, c'est Alors ça. peut-être pour éclaircir un peu plus, justement, on va s'amuser à faire une phylogénie en prenant des exemples dans la Terre du Milieu. Donc on va prendre 3 groupes, pas forcément pris au hasard, mais c'est plus emblématique. Donc les nains,
les humains et les hobbits. Tu sais qu'il y a un chapitre sur ça, tu l'as lu ou pas? Ah oui, mais c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. C'est une adaptation de ce chapitre. Donc, Yes. et justement, il est très bien pour expliquer ce que c'est la phylogénie le plus simplement possible. Je l'avais fait déjà... en live, mais c'est bien de le refaire. Non, mais il n'y a pas la rediff en plus qui est dispo, donc c'est cool. Ah bah voilà, après c'est bien, comme ça, moi, tout le monde aura les bases pour bien comprendre. Donc, on prend ces 3 groupes et on va aussi prendre 2 caractères. Donc, par exemple, un caractère évident, on va prendre au pied. Donc, il y a les hobbits, comme on l'a dit, qui ont le pied, on va dire trapu, donc c'est-à-dire un grand pied poilu. Et on sait que les humains et les nains n'ont pas de pied trapu. Et on va aussi prendre un caractère aussi évident, la taille. On sait que les nains et les hobbits ont une taille réduite. Et les humains, on va dire qu'ils ont une taille, entre guillemets, normale. Même si c'est difficile de définir ce que c'est la normalité. Mais là, dans le cadre qu'on est, on va dire les humains ont une taille normale. Donc maintenant, à partir de ces 2 caractères, on va essayer de dire lequel est le plus proche desquels. En gros, est-ce que les hobbits est plus proche des humains ou des nains? Ouais. Ou est-ce que les nains sont plus proches des humains? C'est ça le but vraiment de la phylogénie, c'est d'essayer de trouver les caractères en commun. Et donc, par exemple, on pourrait proposer comme exemple de phylogénie celle-ci. Donc, on réunirait les nains et les hobbits dans ce qu'on appelle dans un même clade. Donc, un clade, c'est-à-dire c'est un groupe d'organismes qui partagent un caractère commun, et c'est pour ça qu'on les réunit dans ce clade. Et là, par exemple, le nain, le caractère qui ferait qu'on les réunirait, ça serait le caractère taille réduite. Taille, par exemple. Ouais. Exactement. Taille réduite qu'ils auraient hérité d'un ancêtre commun. L'ancêtre commun, il est situé à ce niveau-là, au niveau des nœuds, du nœud. Donc, ce caractère-là, l'ancêtre commun l'aurait donné aux nains et aux hobbits. Et c'est que sur la branche du hobbit qu'on trouve le caractère qui est trapu, parce que ça, c'est un caractère propre à eux. Donc ça, c'est une phylogénie qu'on pourrait proposer. Et donc après, on met les humains, par défaut, on les met à ce niveau-là. Et donc on voit qu'il y a et là, on aurait l'ancêtre commun des humains, du hobbit et des nains. Après, quel caractère il y a en réalité, ça sera à définir après. Mais on peut aussi réfléchir à une autre phylogénie. On peut aussi imaginer celle-là. Donc les humains les hobbits seraient cette fois plus proches des humains. Et donc on aurait le clade humain et hobbit. Et donc, cette fois, on voit que la taille réduite ne serait pas héritée d'un ancêtre commun à ce niveau-là, parce que les humains ont une taille normale. Une taille normale, ouais, pas une taille réduite. On retrouve par contre la taille réduite là. Et donc, ce qu'on a l'impression, c'est que la taille réduite entre les hobbits et les nains, ça serait ce qu'on appelle une convergence évolutive. Donc, une convergence évolutive, c'est pour définir rapidement, en gros, c'est ce qu'on observe quand différents organismes sont soumis au même environnement et acquièrent des caractéristiques semblables. Je crois que j'avais mis les exemples. Ah non, je vais mettre les exemples tout de suite. Yes. Des exemples de convergence dans notre monde, typiquement, c'est par exemple certains reptiles marins qui vivaient à l'époque des dinosaures, qu'on appelle les ichthyosaures, et nos cétacés actuels comme les dauphins, qui sont donc des vertébrés à la base terrestre, qui se sont adaptés au milieu aquatique. Et dans ce milieu aquatique, ils ont adapté la même forme, une forme, on va dire, un peu une forme hydrodynamique, non, c'est pas ça. Hydrodynamique, cherchez le terme. Une forme hydrodynamique qui leur permet de se mouvoir plus facilement dans l'eau. Parce que les deux formes sont assez similaires. C'est des formes similaires à ce qu'on pourrait retrouver chez les requins. Donc en fait, c'est pas parce que là, c'est un peu. En fait, ils ont chacun de leur côté développé cette propre forme qui leur a été avantageuse, mais en fait, ils ont pas. C'est pas quelque chose qu'ils héritent eux-mêmes d'un ancêtre commun. Voilà, exactement. Parce que ici, on a un reptile et là, on a un mammifère. Donc ça n'a rien à voir en fait. Ils sont pas du tout de la même. Et c'est là où en fait, tu soulignes un point important, c'est qu'il faut faire attention aux caractéristiques physiques, morphologiques qu'on retrouve, parce qu'on pourrait se dire ah bah ces deux-là ils se ressemblent, donc ils sont probablement de la même lignée entre guillemets où ils ont un ancêtre commun, alors que nous. Et on serait tenté de il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites comme ça dans les anciennes classifications. Et c'est pareil pour le vol, entre les oiseaux et les chauves-souris. Ces deux animaux, pareil, on a des mammifères et des oiseaux, même en général, qui sont plus apparentés aux reptiles, entre guillemets. Pareil, c'est deux groupes différents qui ont fait une adaptation vers le vol et qui présentent des caractéristiques similaires. Ouais. En gros, ce serait plutôt la transformation des pattes avant en ailes. Même si chez les chauves-souris, c'est une membrane de peau qui fait la surface portante, alors que chez les oiseaux, c'est la plume. Mais en gros, on retrouve quand même la transformation de la patte avant en aile. Donc pareil, ça, c'est une convergence évolutive. Ouais. Et aussi, un point aussi important, c'est qu'il ne faut pas se voir de la convergence évolutive un peu partout. Parce que par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle les fausses convergences évolutives. Alors dans ce cas-là, par exemple, une typique, c'est celle-là, l'adaptation au vol entre une libellule et un oiseau. C'est pas du tout une convergence évolutive parce que c'est pas du tout les mêmes structures qui sont mises en jeu. Chez
comme on l'a dit, chez les oiseaux, c'est vraiment la patte avant, les pattes qui sont devenues des ailes au bout d'un moment, c'est ça? Exactement. Alors que chez les libellules, par exemple, ou chez d'autres insectes volants, c'est des, on va dire, des structures supplémentaires qui sont apparues chez ces insectes-là pour leur permettre de voler, mais c'est pas leur patte avant. Ouais, d'accord. C'est vraiment ça la subtilité entre de convergence évolutive. Pareil pour une grosse typique qu'on voit toujours, c'est la fausse convergence évolutive entre les rhinocéros, les espèces de scarabées, je crois qu'on les appelle des scarabées rhinocéros, ceux-là justement, et les tricératops. Parce que pareil, c'est vrai qu'on pourrait voir l'impression que c'est des cornes chez les trois espèces, sauf que c'est pas du tout les mêmes structures. Chez le tricératops, ces cornes sont vraiment des cornes en os, donc c'est au sens strict des vraies cornes. Chez les invertébrés, chez les scarabées, c'est pas une corne. C'est pas d'os, quoi. C'est pas d'os parce que c'est pas un invertébré. Il n'y a pas de vertébré, il n'y a pas d'os. Si je dis pas de bêtises, normalement. Donc c'est pas du tout la même structure. Et pareil chez les rhinocéros, parce que ça, si on appelle ça par défaut une corne, mais en fait, c'est pas vraiment une corne, c'est une protubérance en kératine. La kératine, c'est la même structure que nos cheveux. Les cheveux? Ah, c'est un cheveu en fait, un cheveu hyper condensé. Oui, voilà. C'est une protubérance en kératine. C'est quoi une protubérance? Une protubérance, c'est un amas, je sais pas si. Un amas, ah oui, c'est concentré, c'est des cheveux tellement concentrés que ça devient un truc hyper dur comme une corne. Après, dur, il me semble que c'est pas aussi solide que ça en a l'air, déjà, une corne de rhinocéros. Ah ouais? De mémoire. J'ai jamais eu l'occasion de toucher une, mais il me semble que c'est pas aussi solide que de l'os. Et parce que surtout, quand vous trouvez, par exemple, moi c'est vrai, j'ai pas vu une photo, sur un crâne de rhinocéros, vous verrez pas la corne, parce que la kératine ne se préserve pas. Ah oui, comme les cheveux, quoi. Les cheveux sur un crâne, ça finit par disparaître, quoi. Donc on trouve pas de cornes fossiles, quoi, en fait. À part sur des spécimens congelés, il me semble. Alors, je sais, des rhinocéros laineux congelés, il me semble qu'on en a trouvé. Peut-être on a vu leurs cornes, eux. Mais sur les fossiles vraiment en os, on ne trouvera jamais une corne de rhinocéros, parce que c'est de la kératine, ça ne se préserve pas. À l'inverse de la corne de tricératops, par exemple, que l'on trouve, parce que vous avez tous vu des crânes de tricératops, parce que c'est de l'os. Et c'est une corne, et ça c'est vraiment une corne au sens vraiment qu'on l'entend, comme les cornes des bœufs. Voilà, et ça aussi c'est des exemples donc de fausses convergences évolutives. Je voulais mettre un peu le point là-dessus parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à avoir de la convergence évolutive un peu partout. Il ne faut pas non plus s'emballer, il y a des trucs qui ne sont pas du tout de la convergence, qui sont juste des structures ressemblantes, mais comme on dit, voilà, de toute façon, entre un scarabée et un rhinocéros, c'est pas le même milieu de vie, donc c'est pas de la convergence. Oui, voilà, c'est ça. Là, on peut se dire que c'est relativement intuitif. Ouais. Exactement. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Et je vais rappeler, donc voilà, pour en revenir donc à la phylogénie. Et donc en fait, aussi, ce que je voulais dire, c'est que dans l'univers de Tolkien, entre ces deux phylogénies, Tolkien, à un moment, dans le début de son livre, il donne un indice et il dit bien que les hobbits sont plus proches des humains que des autres. Donc c'est Tolkien qui tranche, quoi. Dans ce cas-là, c'est Tolkien qui va trancher. On sait que c'est ça là la bonne phylogénie. En vrai, normalement, on cherche des caractères, on essaie de recouper. Et des fois, il y a des phylogénies qui changent en fonction des caractères, des découvertes. La phylogénie, comme dans toute science, ça change en fonction des nouvelles découvertes et des nouvelles études. Oui, là, voilà, parce que moi, j'allais te demander... Oui. Là, en fait, entre les deux, on peut pas trancher en théorie. En fait, si Tolkien n'avait pas tranché... en fait, on peut pas baser sur seulement baser sur la taille, là, j'ai pas cette caractère, là, le pied. Voilà, c'est ça. En fait, on a limite. Caractère pour trancher. Voilà, c'est ça. En fait, on est limité par le nombre de caractères qu'on utilise pour faire justement dresser ces arbres. En fait, les arbres sont construits à partir des caractères qu'on choisit. Donc, par exemple, la taille. Est-ce que c'est une taille réduite ou une taille haute? Là, on va dire comment sont les pieds. S'ils sont petits ou gros, machin. Après, il y a aussi un autre truc, mais c'est à peu près ça. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'on a plusieurs... Alors maintenant, là, par exemple, pour les ordres que j'ai donnés, on n'a que 3 individus de caractères. Demain, à la main, on peut le faire. Les vraies phylogénies sont basées sur plusieurs centaines d'organismes, avec plusieurs centaines de caractères aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait beaucoup d'arbres, donc là, autant vous dire qu'on utilise en fait maintenant des ordinateurs avec des algorithmes qui calculent les arbres. Et en fait, l'algorithme va calculer l'arbre le plus probable. Ouais, d'accord. Et pareil, l'algorithme aussi, on peut le moduler. Par exemple, il y a des algorithmes, on peut leur autoriser à faire de la convergence évolutive. Donc, on va avoir des arbres différents. Mais aussi, on a un algorithme, on peut lui dire, non, tu fais pas de convergence évolutive. Tu crées que des taxons avec des caractères partagés. Donc, ça va donner un autre arbre. Parce que ça aussi, l'évolution, comme on dit, l'évolution, on peut pas la prédire, on peut pas savoir comment c'est passé. Donc, des fois, il y a c'est comme ça que fonctionnent les scientifiques, par élimination, avec ces différents algorithmes. Bon, là, on va pas rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait une émission entière pour parler de comment ça marche la bien sûr, mais c'est intéressant de voir les limites, quand on a des exemples très simples avec très peu de caractères,
on est amené à avoir en fait deux arbres qui sont équivalents et qui ont l'air d'être justes tous les deux, et en fait il faut trancher, mais on peut pas parce qu'on n'a pas assez de caractère, on n'a pas assez là, si on était vraiment en face, on dirait, là, comme, ils le disent un peu dans le livre, ils diraient qu'en vrai, dans le livre, ils ont fait cette classification-là comme ça, parce que comme ils le disent dans le livre, Tolkien, même s'il décrit beaucoup ces espèces et qu'il s'est renseigné, il nous donne pas assez d'éléments pour pouvoir... En vrai, si un paléontologue débarquait sur la Terre du Milieu, il faudrait qu'on dissèque, oui, bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à faire. Il y aurait beaucoup de trucs pour acquérir énormément de caractères pour pouvoir classer toutes ces espèces de la Terre du Milieu. Bon, ici, voilà, mais ça montre la complexité. Ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais en réalité, c'est hyper complexe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de phylogénie où les paléontologues, même aujourd'hui, n'ont pas encore tout à fait tranché parce que c'est compliqué. Et encore plus quand on met du matériel fossile, qui est donc par définition fragmentaire, et donc on n'a pas tous les caractères. Et donc là, en général, quand on rentre dans la phylogénie, on met un point d'interrogation, et c'est l'algorithme qui va calculer le caractère le plus probable. Mais après, c'est l'algorithme qui calcule le caractère. C'est pas le caractère qu'on a observé. Donc ça se trouve, si on trouve un jour un fossile, on va découvrir que c'était pas du tout le bon caractère, et ça va changer complètement l'arbre. D'accord. C'est les joies en fait, quand on travaille sur la classification du vivant. Mais parce que du coup, ça casse un petit peu. Moi, j'avais un peu une idée reçue, je pense, par rapport à la phylogénie, c'est de penser que l'arbre, maintenant, il est figé. On sait, il y a un arbre unique sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, et que en fait, on sait du coup comment grossièrement la plupart des espèces se classent les unes par rapport aux autres, quoi. Et là, tu es en train de me dire que non, en fait, ça dépend de ton algorithme, ça dépend de tes caractères, après, et ça enfin, tu vois, peut-être que globalement, l'arbre, les gens s'accordent à une structure globale de l'arbre, mais qu'après, au niveau un peu plus subtil de certaines espèces, c'est plus compliqué, non? Après, c'est qu'il faut voir que je pense que maintenant, il y a encore eu des grands changements, même dans les grands groupes chez les mammifères. J'en parlerai un peu plus loin, mais chez les mammifères, on a eu des grosses révolutions au niveau de la classification. On va dire maintenant, avec les méthodes qu'on a, après, je pense que tu le sais toi-même en tant que scientifique, c'est un peu le principe de la science, on ne pourra jamais être sûr, et surtout en paléontologie, par exemple, on ne sera jamais sûr à 100% de notre arbre phylogénétique, surtout si on prend l'aspect fossile. Donc oui, il change tout le temps. Après, il y a des tendances qui s'éclaircissent de plus en plus, qui reviennent au fur et à mesure des études. Mais il y a toujours... Après, c'est le principe du consensus scientifique. C'est qu'on n'est pas tous d'accord, mais il y a un moment, il faut arriver au consensus. Donc on se met d'accord sur on pourrait dire sur un arbre global. Après, dans les détails, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais après, de toute façon, je peux te dire, moi, par exemple, dans mon domaine, sur les mammifères, il y a beaucoup de domaines où où tous les paléontologues, le consensus est d'accord, mais il y a certains paléontologues qui ne sont pas d'accord avec la classification proposée des mammifères. Ouais, ça, pour moi, c'est le principe c'est comme ça que fonctionne la science. On n'est jamais sûr à 100% de ce que l'on trouve, même si là, je pense que depuis un certain temps, on commence à avoir une structure qui est relativement... Il y a des trucs qui reviennent. Il y a des trucs qui reviennent. Consensus, quoi. Il y a des consensus sur certains. Avec les méthodes, même si, justement, avec les méthodes, certains ne sont pas aussi d'accord avec tout, parce que, justement, là, un autre aspect qu'on peut ajouter, c'est comme j'ai dit, donc ça, c'est la phylogénie validée par Tolkien, avec les caractères. Mais donc là, maintenant, la question qu'on pourrait se dire, mais alors, c'est quoi le caractère qui unit les hobbits et les humains? Quel est leur caractère commun? Parce que lui, il a l'épée trapue, il est petit, lui, il a l'épée normale, et il a été c'est ça, pas l'air d'avoir beaucoup de... Quel est le caractère? Là, on va entrer un autre caractère qui est donc serait génétique. Alors là, ça dépend, c'est complètement dans le lore de la Terre du Milieu. Apparemment, Tolkien a écrit, c'est dans le Silmarillion, apparemment, c'était écrit dans le bouquin Tolkien et les sciences, qu'apparemment, ils auraient une ascendance commune, les hobbits et les humains, parce qu'ils auraient vécu sur une île commune, l'île de Númenor. Ouais, l'ancêtre commun vient de Númenor. C'est l'île... la population ancestrale de ces deux, ces deux espèces aurait été sur cette île, et donc on aurait ce serait un lien génétique. Et donc là, ça apporte d'autres données en plus des données caractères, les données physiques, c'est les données génétiques qui ont aussi beaucoup apporté en phylogénie. Et là, je peux donner un exemple sur lequel j'ai travaillé moi. Là, c'est des animaux donc de notre monde. Pendant très longtemps, en se basant sur des caractères physiques, on pensait que les cochons, les porcs, étaient plus proches des hippopotames que des cétacés. Sauf qu'au début des années 2000, la génétique a montré que, en fait, c'était l'inverse, que les hippopotames étaient plus proches des cétacés et non des porcs. Et maintenant, depuis,
Et moi, j'ai travaillé là-dessus. On a trouvé des caractères. Alors, d'autres gens l'ont fait avant moi, mais on a travaillé sur des caractères physiques, notamment sur des hippopotames fossiles, pour essayer de trouver ce lien de parenté, pour essayer de confirmer ce lien de parenté. Et là, depuis, il y a des études qui ont été publiées par d'autres, je vais pas dire des collègues, mais des gens qui travaillent dans le même laboratoire que moi, dont un collègue à moi qui a fait sa thèse là-dessus, et qui montre bien qu'il y a des caractères qui unissent les hippopotames et les cétacés. C'est fou, et des caractères physiques. Mais d'abord, le lien de parenté a été soupçonné d'un point de vue génétique, et la paléontologie a confirmé après ce caractère avec les caractères morphologiques. Donc voilà, ça montre. Du coup, j'ai une question en fait que j'ai depuis assez longtemps, mais je suis content parce que je peux enfin aussi la poser. Est-ce que ça veut dire que la classification phylogénétique, phylogénétique, pardon, la classification phylogénétique basée non pas sur les caractères mais sur les gènes, c'est celle qui est la meilleure, quoi, la plus propre, la plus fiable, tu vois, pour te donner une... Ça, c'est un débat qui a beaucoup entre la paléontologie. C'est vrai que la génétique, on va dire, la génétique, elle peut permettre justement même de voir les liens de parenté très fins, parce que c'est... Après, très fin, et donc, comme tu dis, même des relations de parenté insoupçonnées entre la parenté cétacée et les hippopotames. C'est vrai qu'à ce point-là, elle peut donner beaucoup d'indices. Après, le problème, c'est que la génétique ne pourra jamais expliquer comment ça s'est fait. Ouais, d'accord. Parce que elle donne que la génétique, elle n'a pas les ancêtres, elle ne pourra jamais nous dire à quoi ressemblait l'ancêtre, par exemple, commun entre les hippopotames et les cétacés. Ça, c'est que la paléontologie qui pourra le dire, en allant chercher les fossiles. C'est vraiment ça. La génétique, elle ne pourra jamais donner les caractères de l'ancêtre commun, elle pourra juste donner le lien de parenté, pour vulgariser. Donc, en gros, même si la phylogénie, parce que comme je disais, c'est vrai que pendant un moment, les paléontologues et les généticiens ont été un peu fâchés contre ces deux phylogénies qui n'étaient pas d'accord. Parce que comme disaient les paléontologues, c'est que oui, mais on n'a aucun caractère qui arrive à lier les hippopotames et les cétacés. C'est vrai qu'on regarde un hippopotame et un cétacé actuel, il n'y a vraiment aucun caractère, ni au niveau des dents, parce qu'en plus les cétacés sont retournés à vivre dans la mer. Donc les cétacés, c'est comme quoi? C'est les baleines? C'est les baleines. Je veux dire, par exemple, c'est les baleines, les dauphins. En termes cétacés, c'est un peu... C'est les baleines, on va dire, les mammifères marins. En gros. Pas tous, parce que les phoques ne sont pas dans le groupe. Enfin, les dauphins, les cétacés, les orques, ce sont des cétacés. Les orques. Oui, pas les orques. Ah oui, non. pas ces orques-là. Et oui, par exemple, si on prend un hippopotame et un cétacé actuel, niveau des caractères, les cétacés, comme vous voyez, les pattes avant sont transformées en nageoires, il n'y a plus de pattes arrière, parce qu'elles ont disparu parce qu'ils s'adaptaient à la mer. Les dents, par exemple, chez les baleines bleues, comme chez les baleines salades, vous voyez que les dents, il y en a plus, c'est des fanons, parce qu'elles filtrent le krill avec. Donc on n'a plus ce caractère-là à comparer. Donc c'est impossible de trouver des caractères morphologiques communs. En tout cas, on peut, en cherchant peut-être un peu plus sur d'autres caractères, mais les caractères physiques ne sautent pas aux yeux pour trouver les liens de parenté. Par contre, oui, au niveau de la génétique, il y a encore la trace de ce lien de parenté, et on peut le découvrir comme ça. Mais après, on pourra jamais, c'est en trouvant les fossiles qu'on pourra savoir comment à quoi ressemblait l'ancêtre commun entre ces deux animaux qui sont très différents maintenant. Et là, c'est vraiment la paléontologie qui peut apporter ses connaissances. Pareil aussi au niveau du ce qu'on appelle le tempo de l'évolution, c'est-à-dire en combien de temps ça a mis pour passer d'une forme terrestre à un cétacé complètement adapté à l'eau, par exemple. Voilà, c'est vrai que les généticiens ont eu tendance à dire que c'est eux qui définissent les boss, mais c'est eux qui apportent beaucoup de trucs. Ce qui est vrai, les deux données sont complémentaires, en fait. C'est plutôt ça qu'il faut le voir. Après, pareil, dans les phylogénies, je sais que j'ai lu qu'il y a eu un débat, il y a beaucoup de débats de savoir si, par exemple, si on met trop de données génétiques dans la phylogénie et pas assez de caractères morphologiques, c'est la génétique qui va trop influencer la phylogénie, et peut-être les caractères morphologiques vont se retrouver distribués un peu bizarrement et on va pas comprendre. Donc en fait, il y a un problème de méthodo derrière. En fait, c'est... Il y a un gros... Il y a un problème. Enfin, un problème, il faut considérer il y a une vraie question de méthodologie, quoi. De se dire... Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'on considère plutôt la génétique ou les caractères? Si on met plus de l'un par rapport à l'autre, on va orienter de telle ou telle manière. Donc voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le débat n'est pas tranché. C'est-à-dire qu'il y a les deux approches possibles. Tant que c'est décrit, tant que dans les papiers, c'est décrit de manière complètement transparente et que les gens expliquent leurs choix et leurs décisions et que c'est reproductible, ça pose pas de problème en soi, quoi. C'est juste des approches qui sont différentes.
Après, de toute façon, des phylogénies pour les groupes de mammifères, tous les jours, il y en a des nouvelles qui sortent, tous les jours, il y en a des nouvelles qui apportent de nouveaux caractères qui révolutionnent, qui changent la phylogénie qu'on connaissait avant. Donc, c'est le principe de la science, quoi. On apporte bien sûr, en avant. Et après, c'est pas fermé. Je sais pas si un jour, il y en a qui arriveront à se mettre d'accord pour qu'on tranche enfin un jour, je pense pas. Il y aura peut-être une méthodologie ultime où tous les gens se... Peut-être, une méthodologie qu'on connaît pas maintenant et qu'on connaîtra dans plusieurs années. En tout cas, voilà, c'est super intéressant, en tout cas. Les mystères de la phylogénie. Et pour un peu conclure, voilà, ça c'est tiré du livre aussi. Les figures, c'est moi qui les ai parlé en live. C'est cool. Ça. Mais s'il y en a qui sont curieux de se demander toutes les espèces, d'ailleurs, voilà. Comment on les répartit. C'est vrai que Tolkien parle de races, nous on parle d'espèces. Et c'est une notion très importante parce que les races, c'est une invention purement humaine, ça. Par exemple, les races de chiens, de vaches, ça c'est des organismes qui sont liés à la sélection humaine. Nous, en phylogénie, on parle d'espèces. C'est le plus petit rang d'une phylogénie, c'est l'espèce. Donc là, vous avez les différentes espèces de la Terre du Milieu avec leur relation de parenté. S'il y en a qui veulent faire pause, qui veulent regarder un peu les... Bon, j'ai pas vous regarderez. De toute façon, on en a déjà discuté en live. En fait, j'avais fait... Enfin bon, j'ai pas la rediff, mais c'est un sujet qu'on avait déjà abordé en live. Et voilà, c'est vrai qu'on vous laissera faire pause si vous voulez voir justement les caractères hérités de chacun des espèces et pourquoi on peut classer de cette manière-là. Et après, ça, c'est la classification. Alors, je sais plus si dans le livre, ils disent que c'est un peu la classification aussi validée par Tolkien, enfin, comment il le présente. Je sais pas qu'il est... Non, je sais pas. Non, à mon avis, non. C'est plus un délire de paléontologue de faire ça plutôt que... Et basé uniquement sur les caractères qu'on a à notre disposition parce que on n'a pas toutes les descriptions. Et aussi, oui, je précise, oui, c'est pas un troll du Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas trouvé. Il y en avait pas dessus encore. Parce qu'au cas où, il y en a qui... Voilà, c'est un troll, mais c'est pas celui du Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, voilà, les caractères ici, c'est ceux qu'on a à notre disposition, mais ça permet quand même de faire une phylogénie assez explicative. C'est vrai que bon courage pour faire la phylogénie des Pokémon. Ça, je crois qu'il y a un collègue. Ça a été fait. Je crois que je sais pas si ça a été fait, mais je sais que peut-être il y a un collègue à moi qui voulait s'amuser à faire ça. Mais il y en a qui s'amusent, parce que la phylogénie, c'est une méthode qui peut s'appliquer aussi à plein d'autres trucs, pas forcément qu'aux organismes. Je sais que j'ai un collègue qui avait fait ça avec les super-héros de Marvel, enfin les super-héros même en général. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc voilà, on peut s'amuser à faire une classification phylogénétique un peu de tout ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Il faut juste des groupes et des caractères. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut. Donc voilà, et donc maintenant, petite pause. À fond compte, s'il y en a qui ont des questions, s'il y a un petit 3 minutes de pause, comme ça à 22h on attaque la dernière partie. Nickel, voilà. S'il y en a qui ont des questions, s'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs, ou si justement la phylogénie, je sais que la phylogénie c'est un truc qu'on peut digresser très vite parce que comme tu as dit, il y a énormément de questions. Mais c'est super intéressant, moi tu m'as déjà répondu à pas mal de questions que j'avais depuis un moment et c'est vrai que dans les présentations, dans les musées, des fois quand je visite, souvent ils te présentent les arbres et tout, le buisson, machin, mais ils mélangent caractère et génétique et tu sais pas trop, tu sais pas... T'as l'impression que la génétique, elle a apporté son lot de nouveautés, sa note, mais t'as l'impression qu'ils utilisent encore le truc un peu archaïque de caractère. Même si... Après, dans le musée, quand il va te présenter l'arbre phylogénétique, il te présente le résultat final. C'est vrai que ce serait bien que dans les musées, je sais que moi, on est allé voir, c'était à Angers justement, je fais la pub en même temps, il y a peut-être Valentin qui va être content, mais il y a une exposition en ce moment au musée d'Angers sur les phalins. Donc ça, là-dessus, je vous renvoie au spécialiste qui est Valéoraptor qui avait fait une présentation. Je vous renvoie à Autopromo, la compréhension. Exactement, il a fait une compréhension chez moi. Donc sur les phalins, et là-bas, il y a l'exposition où il présente un peu la faune qu'il y avait dans les phalins il y a 10 millions d'années. Et il y a des phylogénies qui sont présentées pour montrer un peu les relations de parenté. Parce qu'il y a des animaux aussi qui sont des groupes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc peut-être les gens, pour qu'ils se rendent compte un peu de quels animaux ça correspond, c'est vrai que c'est bien de montrer une relation de parenté. Et c'est vrai que, comme ils disent, ils présentent que l'arbre fini. C'est vrai que peut-être faire un petit truc sur la méthodologie de la phylogénie, un petit truc médiation pour expliquer comment on fait une phylogénie, ça pourrait être pas mal parce que peut-être les gens ils voient ça, ils se disent c'est bon, c'est tranché. C'est la vérité, ouais, c'est ça. Alors que il y a des trucs on est d'accord, il y a des trucs le consensus scientifique a tranché, mais le consensus scientifique est d'accord sur certains aspects, mais il faut savoir que, comme tu as pu le constater, la phylogénie elle évolue en permanence en fonction des nouveaux apports de données, et on va le voir d'ailleurs justement pour l'évolution humaine. Il y a eu des changements là-dessus. Maintenant, on va s'intéresser à la lignée humaine. Il y avait une question, c'est vrai qu'on peut utiliser cette méthodologie pour classer des familles de langues aussi. Exactement. Pour faire
des Il y a des liens. phylogénies des langues. Je l'ai pas là, c'est vrai, j'ai pas pris la figure, mais il y avait une exposition à il y avait ça? Poitiers. Ah ouais. C'était quand j'étais revenu faire mon stage ici, il y avait une exposition qui s'appelait Tous humains, et c'était pour parler un peu de la variété de l'espèce humaine. Et il y avait une phylogénie des langues, mais des langues modernes. Et donc c'est intéressant de voir, je sais pas, le français est plus proche de quelle langue. Bon, on a une langue, comme on le saurait, on serait pas étonné par exemple de savoir que le français et l'italien et l'espagnol sont plus proches Oui, c'est ça. entre elles que de l'allemand, parce que nous Ouais. sommes des langues latines. Enfin voilà, c'est ça qui Ouais, est. bien sûr. Et c'est super intéressant. Et les caractères qui sont pris, et là par exemple pour une langue, c'est les caractères grammaticaux, c'est l'orthographe, enfin voilà, c'est ce genre de caractères-là qui sont pris. Mais on peut faire ça. Je sais qu'il y en a aussi qui avait fait ça. Alors c'était pour un délire pareil, c'était une phylogénie, je crois, des compagnies aériennes. Ah bon? En fonction, c'est ça, en fonction de la forme des ailes de l'avion ou de ce genre de truc? Non, vraiment des compagnies aériennes. Je crois que c'était en fonction des caractères. Ça pouvait être, je crois, le service, le temps, le service, la taille de la flotte, le chiffre d'affaires ou je sais pas c'est quoi. ça, des trucs comme ça. Et par exemple, on pourrait faire, oui, typiquement, on pourrait faire une classification des avions en prenant la taille de l'avion, la forme du bec. La forme du truc. Et ça se trouve, on découvrait que Airbus et Boeing se retrouvent dans les mêmes trucs. Ça serait drôle à faire. Ça se trouve, en fait, c'est une seule et même compagnie, en fait, depuis le début. C'est le complot. Je suis sûr qu'on pourrait découvrir des complots mondiaux comme ça grâce à la phylogénie. Et ça, mais il n'y a pas de délire à faire avec la phylogénie. Mais c'est comme moi, avec les super-héros, tu découvres que Thor et Superman, en fait, ils ont un ancêtre commun. Donc, c'est ça. C'est les mystères de la phylogénie et même les surprises, comme je dirais. Non, c'est super intéressant comme ça. Je ne l'avais jamais vu de cette manière-là, mais ça ouvre un nouveau champ des possibles. Merci pour ces infos. C'est stylé. Ok, on va avancer. Il est 22h01. Allez, let's go. Dernière partie. Dernière partie, nous allons voir. Enfin, mesdames et messieurs, vous avez été patients. Enfin, on va parler du Hobbit. Et plus particulièrement. Jusque-là, on s'est marré. Là, maintenant. Maintenant, c'est bon. Allez, maintenant, full concentration. Maintenant, on va parler donc d'un humain inattendu, le Hobbit, qui donc, sur son nom scientifique, donc le vrai Hobbit, le nom de l'espèce, c'est Homo floresiensis. Alors, Homo floresiensis, ça veut dire l'homme qui vient de Flores. Flores, pourquoi? Voilà, ça va pas aider beaucoup de gens. Pourquoi Flores? Tout simplement parce qu'il a été trouvé sur une île, l'île de Flores. Ouais. Yes. Et l'île de Flores qui est située ici, en Indonésie, donc en Asie du Sud-Est. Donc, c'est en septembre 2003 que les restes de cette espèce Homo floresiensis ont été trouvés dans une grotte. Vous avez la photo là du site de fouille, tout simplement, qui est donc une grotte située en milieu tropical, donc en Indonésie. Et donc c'est un an plus tard, en 28 septembre 2004, que les restes qui ont été trouvés à ce moment-là de cette nouvelle espèce humaine ont été publiés, et en tout cas que ça a été officialisé qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. C'est ouf. Ils ont tout simplement baptisé donc Homo floresiensis, l'humain de Flores. Qui d'ailleurs, pour préciser, le reste le plus emblématique, c'est ce reste-là. Donc c'est le reste LB1, c'est son nom d'inventaire. LB parce que LB en fait c'est juste le nom de la grotte. Ah oui, et 1 parce que c'est le numéro d'inventaire, tout simplement. Donc il s'agit d'un crâne avec quelques restes post-crâniens. Et il faut savoir que ce squelette appartenait à une femme. Et donc cette femme, son nom, ça a été Flora. Parce que Flora. Voilà. Mais les particularités. Alors pourquoi on l'appelle ça un humain inattendu? Qu'est-ce qu'il a de si surprenant, cet humain, qui fait qu'on trouve qu'il est si inattendu? Eh bien, vous allez voir un peu. Donc, il faut savoir que les restes de floresiensis, donc cette nouvelle espèce, sont datés entre 50 000 et 100 000 ans. Déjà, quand tu dis humain, en fait, ça fait référence à Homo, parce que tu as dit Homo floresiensis, j'arrive pas à prononcer. On y viendra après, ça, de définition. Ah, yes, je suis en train d'anticiper, là. C'est ça. Et déjà, pourquoi il est si particulier? Donc là, vous avez d'autres humains que l'on connaît entre 100 000 et 50 000 ans. Alors pour Erectus, je triche un peu, parce que lui, les derniers spécimens sont connus à 100 000 ans, mais c'était bien de le mettre quand même dans le... Il va avoir son rôle important à jouer après, donc c'était bien quand même de le mettre dans la liste. Et sinon, là, vous avez donc l'homme de Néandertal, donc Homo neanderthalensis, le nom d'espèce. Et là, vous avez, je pense que vous reconnaissez tous, c'est notre crâne, c'est ça. C'est Homo sapiens. Et donc là, vous avez floresiensis, donc le crâne qui a été découvert à Flores. D'accord. Là, ce que vous avez écrit en rouge ici, c'est le volume cérébral. Et en dessous, ce que vous avez, c'est la taille. Donc là, la taille du squelette, c'est ça? Squelette. Oui, c'est ça, le squelette entier. La taille du squelette. Ok. Donc là, vous pouvez quand même voir que floresiensis est quand même très significativement en dessous des restes. Que ce soit le volume crânien ou la taille, il est en dessous de l'homme de Néandertal, de Homo sapiens et même de Homo erectus.
faut savoir, Homo erectus, c'est la première espèce humaine qui avait dépassé les 1000 cm3 en volume crânien. Waouh. Et pour donner notre idée, 380 cm3, ça correspond à ce qu'on trouve chez les chimpanzés, par exemple. Ah oui. Et comment on sait que c'est pas un chimpanzé? Ah bah ça, parce qu'il n'a pas les caractères de chimpanzé, justement. Mais ça, peut-être, je vais pouvoir venir à la figure suivante, ça sera peut-être un peu plus clair. Donc déjà, ils sont petits, d'où le fait qu'on l'appelle le Hobbit. Et oui, voilà. Et pour dire, voilà, pour expliquer l'idée, c'est vrai que le surnom vraiment de cette espèce, c'est le Hobbit, parce que, vous voyez, il faisait 1 mètre. Et comme vous avez vu aussi les dates, il a été découvert en 2004. Il faut savoir aussi, on a un peu une tradition dans les fossiles humains, surtout. Ouais. Quand on en trouve un, on lui donne un surnom. Hein, Lucie, Toumaï, le Hobbit, enfin Flora. Et donc, il a été trouvé en 2004. En 2004, on sortait juste de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et en plus, il faut savoir que ceux qui l'ont découvert, c'était des Néo-Zélandais. Ah ouais. Peter Jackson est lui-même néo-zélandais. Il est co-auteur du papier Peter Jackson. Ça aurait été le pur troll. Non, Peter Jackson n'est pas co-auteur. Mais en tout cas, les auteurs ont bien reconnu qu'ils l'ont surnommé le Hobbit parce que c'était en hommage, bien sûr, à la saga, enfin, au Seigneur des Anneaux. Ça aurait été marrant de voir un P. Jackson dans la liste. Et ce qui est tout à fait. Et en plus, voilà, et au niveau de la taille, au niveau de la taille, c'est vraiment la taille d'un Hobbit. Et en plus, au niveau des pieds, il faut savoir qu'il avait les pieds un peu plus longs que nous. Donc en plus, on retombe un peu sur le côté des Hobbits. Pas aussi long que ce qu'on trouve chez les Hobbits, hein, faut pas exagérer, mais quand même un peu plus long. C'est quand même drôle. Donc maintenant, pour pouvoir un peu reposer un peu le cadre, là, ce que vous avez représenté, donc c'est une chronologie. D'accord. Là, on est à 7 millions d'années, et là, on est aujourd'hui. D'accord, c'est 1 million d'années. Ok. Exactement. Et ce que vous avez représenté là, en fait, c'est un peu. Alors, il n'y a pas tout, mais ce sont les représentants du humain, donc humain au sens large, de la lignée humaine, on va dire, que l'on connaît à partir de 7 millions d'années. Donc la lignée humaine, c'est la lignée des Homo, c'est ça? Alors, on va dire pas forcément. Non, c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. On va dire, déjà, on ne devrait pas dire lignée. Je devrais pas dire lignée humaine, on va dire le rameau humain. Le rameau humaine, le rameau. C'est quoi un rameau? Un rameau, c'est sur une branche. C'est une branche. Une grosse branche. Oui, une grosse branche. Et c'est mieux, mais c'est mieux de dire ça, parce que quand je dis lignée humaine, les gens ont un peu cette image que j'avais développée dans la d'évolution là. Ouais. C'est ça, d'évolution linéaire, alors que l'évolution humaine, comme toute évolution animale, elle est buissonnante en fait. Elle est buissonnante, c'est pas. Parce qu'en fait, ce qu'on peut dire déjà, en fait, donc là, ce que vous avez représenté, c'est un peu les répartitions de toutes les espèces du rameau humain, des homininés, on va dire même globalement, ça sera plus simple. Donc les homininés, c'est la sous-famille à laquelle nous appartenons. Parmi parmi les grands singes, on va dire, pour simplifier. Ouais, parce qu'il y a homininés, hominidés, grands singes, machin. Si je rentre dans hominoïdes, dans le détail, là, ça devient l'incompréhension. Je vais pas vous perdre. Ça devient un peu Voilà, on va dire le rameau humain. J'ai rien compris. Notre famille à nous, là, vous avez tous les représentants qui sont définis comme humains. Même si, pareil, les humains, les paléontologues ne sont pas d'accord avec eux, mais on va rester là. Donc, nos plus vieux représentants sont connus à partir de 7 millions d'années. C'est Sahelanthropus tchadensis, c'est Toumaï. Donc en même temps, je fais de la pub parce que le laboratoire où je travaillais à Poitiers, c'est eux qui l'ont découvert. Donc auto-promo, encore une fois. Et en fait, du coup, c'est pas Lucie, ça aussi, c'était un truc que tu avais débunké, je crois. Et ce que j'avais défini, Lucie, elle appartient à l'espèce Australopithecus afarensis, qui est ici. C'est en rouge, là. C'est le truc rouge. Ce que et Lucie, elle date de 3,2 millions d'années, donc elle serait à peu près par là, si vous voulez savoir. Et donc, après, vous avez d'autres... comme vous pouvez voir, déjà, vous avez d'autres groupes, d'autres espèces d'Australopithèques. Mais après, je crois... Ah oui, mais j'ai prévu, voilà. Déjà, tiens, voilà, avec les images, ce sera peut-être un peu plus clair. Donc voilà, Lucie, comme je disais, le squelette de Lucie, peut-être que vous connaissez, donc qui est l'espèce Australopithecus afarensis. Là, par exemple, si je vais de ce côté-là, vous avez Homo sapiens, qui donc les plus vieux représentants sont pour l'instant datés à 300 000 ans. Vous avez l'homme de Néandertal, donc qui est connu de 400 000 ans à 30 000 ans en Europe, en Europe et en Asie, on va dire. Là, vous avez Florensis, on y reviendra un peu à lui. Là, vous avez aussi le plus vieux squelette que l'on connaît actuellement. C'est ça, on dirait, non? Non, c'est juste qu'il est déformé, mais c'est son nom, lui, c'est Hardy, parce qu'il appartient à une espèce qui s'appelle Ardicticus, qui donc a été trouvée. C'est Thierry Ardisson. Ouais. Ardisson. non, pas validé celle-là. c'est non. La blague est pas valide. La blague n'est pas valide. Donc ça, c'est le plus vieux squelette qu'on le connaît pour l'instant. Donc c'est Hardy, qui datait entre 4 et 5 millions d'années. Et là, vous avez, donc, comme je l'ai dit, Toumaï, qui est donc pour l'instant le plus vieux crâne afféré aux humains que l'on connaisse. Et donc aussi, pour un peu, comme vous avez pu voir, là, j'ai mis un peu des groupes de couleurs.
Ouais. Pour un peu, justement, vous aider un peu à lire la figure. Donc, à quoi correspondent ces groupes? Alors, on va les voir un par un. Donc, on va les prendre dans l'ordre chronologique. Vas-y. Donc, au début, on a ce qu'on appelle les premiers homininés, les premiers humains, on va dire, qui donc, c'est eux où on a le moins de restes, parce que plus on remonte le temps, plus c'est difficile de trouver des Moins c'est restes conservé, humains. quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, et aussi, en plus, comme on va dire aussi, il faut savoir que les humains, notre groupe humain, on pense qu'il s'est séparé des chimpanzés, de l'ancêtre commun avec les chimpanzés, autour de 10 millions d'années. Ah oui. Donc, en gros, vers 7 millions d'années, on commence à être vers nos origines. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des restes humains avérés. Donc, c'est là qu'on pour l'instant, on a 4 espèces identifiées pour ce groupe qu'on appelle les premiers homininés. Et on peut aussi leur mettre des caractéristiques, on va dire, communes. C'est pas des caractéristiques communes, on va dire, c'est des tendances communes. C'est pas forcément une science exacte, mais c'est pour un peu s'y retrouver. Donc, eux, on sait qu'ils avaient un petit cerveau, des molaires. Donc, les molaires, c'est des dents qu'on a au fond de la mâchoire qui nous permettent de mâcher, de taille moyenne. Et on sait qu'ils avaient une bipédie non exclusive. Donc, c'est-à-dire que contrairement à nous, ils n'utilisaient pas exclusivement la bipédie. Donc ça, c'est des tendances. C'est les caractères, c'est comme le truc qu'on a vu dans la partie 2, les caractères qui nous permettent de regrouper, on va dire, de regrouper les espèces. Même si dans le cadre de la ligne humaine, c'est pas des caractères, on va dire, c'est pas une vraie phylogénie là que je vous montre. C'est juste c'est ce qu'on appelle des grades en fait. Donc des grades. Et pas des clades. Mais pas des clades. C'est pas une classification officielle phylogénétique parce que la phylogénie humaine, c'est encore pire que dans tout le reste. Personne n'est d'accord, donc j'allais pas me risquer. J'allais pas me risquer, et les auteurs du livre ont fait la même chose, j'allais pas vous risquer à vous montrer une phylogénie humaine. Là, je vais juste vous présenter les grades, ce qu'on appelle les grades humains. C'est déjà pas mal pour comprendre. Et ça fait relativement consensus, là, ce que tu présentes, c'est ça? Là-dessus, c'est à peu près là-dessus que les scientifiques sont d'accord. Après, quand on rentre dans les phylogénies, entre les ancêtres, personne n'est d'accord, et donc c'était dur de présenter... C'est marrant que ça soit autant le bordel. Pourquoi c'est autant le bordel? Parce qu'on n'a pas assez de données, et parce que c'est les humains, donc il faut qu'on soit en plus sûr, parce que c'est nos racines, et donc on a encore plus d'attention sur la rigueur de cette classification. Je sais pas si ils font attention, mais les paléontologues, même pour la méthode, par exemple, pour les humains, il y a des paléontologues qui sont pas d'accord pour utiliser la méthode phylogénétique. La méthode, il faudrait utiliser d'autres méthodes, ils sont pas d'accord. Enfin, c'était compliqué, c'est des débats très compliqués. Et pareil aussi, je pense aussi que comme on est dans la ligne humaine, il y a tout le monde qui essaie un peu de tirer le drap vers lui, de dire que son fossile qu'il a trouvé, c'est forcément le primate, c'est forcément le spécimen ancestral. C'est moi qui a, en gros, ils font coucou, c'est moi qui a la meilleure. Regardez-moi, c'est moi qui ai la meilleure classification. Pour le domaine de l'évolution humaine, c'est vraiment je pense le seul ou un des rares domaines en paléontologie où il y a vraiment plus de scientifiques que de fossiles. Donc c'est pour te dire, c'était vraiment c'était pour dire à quel point c'est compliqué, c'est le bazar. C'est dur de savoir comment les gens sont d'accord entre eux. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer là, c'est le truc aussi qu'on m'a enseigné en cours, donc c'est le truc où tout le monde est à peu près d'accord. Là c'est relativement consensuel, ok, ça marche. C'est ça. Mais c'est vrai, mais comme tu l'as dit, c'est bien de souligner, ce n'est pas une vraie phylogénie que je vais vous montrer là, c'est plus pour se retrouver un peu dans cette distribution un peu temporelle, exactement, du rameau humain. Donc on a, comme on a dit, les premiers homininés, donc avec un petit cerveau, des molaires moyennes et une bipédie non exclusive. Pour vous dire petit cerveau, ce qu'on entend, c'est à peu près la même taille qu'un cerveau de chimpanzé, donc autour de 400 cm3. Ensuite, on passe chez un autre grand groupe, où on trouve justement ce qu'on appelle les australopithèques. Peut-être celui-là est un peu plus connu, parce qu'on a l'espèce Australopithecus afarensis, c'est là qu'on trouve Lucie. Donc eux, pareil, leur caractéristique, c'est qu'ils ont un petit cerveau. Par contre, eux, ils ont des plus grosses molaires. Et par contre, chez eux aussi, la bipédie n'est pas encore exclusive. Donc on a une bipédie non exclusive. Après, on a un autre grade qu'on appelle les paranthropes. On les appelle aussi, avant, on les appelait aussi les australopithèques robustes. Parce que c'est vrai, j'ai pas mis de photo, mais c'est parce qu'en gros, au niveau du crâne et un peu au niveau du squelette, ils avaient l'air plus costauds, plus robustes que les autres australopithèques. Et on va les appeler les paranthropes. Eux, ils ont aussi un petit cerveau. Par contre, ils ont des très grosses molaires parce que la mastication, ils mangeaient sûrement des trucs très très coriaces, donc d'où les grosses molaires. Et pareil, chez eux, par contre, la bipédie n'est pas encore exclusive. Ok, donc ils peuvent marcher à quatre pattes aussi. Quand tu dis non exclusif, c'est ça. C'est ça. Non exclusif, ça veut dire qu'à l'inverse de nous, ils n'utilisent pas la bipédie exclusivement. Ouais, d'accord, ils peuvent faire les deux, quoi. D'accord. Exactement. Ensuite, on passe à un autre grade. Cette fois, on va rentrer dans le genre Homo. Alors, le genre Homo, on va le diviser en deux.
on a un premier grade au début où on trouve les premières espèces du genre Homo, comme Homo habilis, par exemple, ou Homo ergaster. Par exemple, cet Australopithèque-là, il se trouve un peu à la frontière, mais c'est un Australopithèque, celui-là. D'accord. Et vous voyez qu'on commence un peu à avoir les frontières un peu floues, quoi. Ça commence à... ça... Vous commencez à comprendre chez les gens, là, qui sont un peu... qui veulent les ronds dans les ronds et les carrés dans les carrés et les couleurs dans les couleurs, là, ça commence à faire mal, là. Exactement, mais voilà, lui, c'est un Australopithèque, mais voilà, sa place est un peu... sa place est dans un musée, non, c'est ça? Aussi. Bah, il est dans un musée. En tout cas, chez les premiers représentants du genre Homo, on a encore donc un petit cerveau, mais par contre, on a de petites molaires. Ça, c'est une de nos caractéristiques. On a de petites molaires par rapport aux autres grands singes. D'accord. Et par contre, au début, chez les premiers représentants du genre Homo, la bipédie n'est pas encore exclusive. C'est ensuite, chez les formes plus récentes. Ça, c'est les viewers de Revenzi, c'est ceux-là. C'est ça. Et chez les représentants plus récents du genre Homo, c'est là qu'on trouve donc à la fois un gros cerveau, de petites molaires, et enfin une bipédie exclusive. Donc par exemple chez Néandertal, chez Homo erectus. Homo erectus, comme je l'ai dit, c'est le premier représentant de notre groupe dont la capacité crânienne dépasse les 1000 cm3. On trouve aussi Homo sapiens, et vous pouvez voir qu'on trouve ici notre Homo floresiensis. Et donc, comme son nom l'indique, est donc un genre Homo. Sauf que comme on l'a vu avant, lui, c'est là que ça pose problème, parce que lui, il a un petit cerveau. On l'a vu que son volume cérébral est équivalent à celui d'un chimpanzé. Par contre, il a bien de petites molaires et il a une bipédie exclusive. Donc ça, c'est vraiment des caractères dérivés propres, qu'on définirait chez des représentants du genre Homo plus récents. Donc la taille du cerveau, vraiment, et même sa petite taille. Plus ancien, tu veux dire, le petit cerveau, t'as dit plus récent. Oui, je parlais pour la bipédie et les petites molaires. Oui, la bipédie, oui, les petites molaires, oui, pardon. Ouais, justement, floresiensis présente vraiment une mosaïque de caractères très bizarre. Il y a à la fois des caractères, on va dire, dérivés, récents, bipédie exclusive, petite molaire. Je crois que j'avais noté, ils ont noté d'autres trucs. Oui, le squelette. Non, c'est ça, oui, bipédie, donc bipédie et petite molaire. Mais par contre, un volume cérébral, vraiment, on le retrouve que chez les représentants plus anciens. Plus anciens, ouais. Donc c'est un peu un. Donc c'est bizarre. Et en plus, une taille petite. Ouais. Et en plus, une taille petite. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça, un humain inattendu, bah oui, pour le coup. Qu'est-ce qu'il fout ici, quoi? Pourquoi il est si récent, quoi? Il devrait être plus ancien, à la limite, quoi. Ça aurait été plus simple s'il était plus ancien, parce qu'on aurait pu le mettre dans l'autre classification, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est que, on va dire d'un point de vue, même si c'est pas une vraie phylogénie ce que je vous montre là, mais il fait un peu tâche dans la phylogénie. Parce qu'avant, on avait l'impression que les tendances qu'on avait chez l'évolution humaine, on allait en gros vers plus de bipédie et un cerveau en gros qui grandissait. Et en plus, ce qui est curieux, c'est qu'on avait un peu, peut-être dans notre ego, l'impression, même si c'est pas complètement vrai, que plus le cerveau grossissait, plus en gros on devenait intelligent. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand les archéologues étudiaient les outils des humains, on avait l'impression que plus le cerveau grandissait, plus les outils, entre guillemets, devenaient complexes. Or, pour floresiensis, on a trouvé aussi des outils dans le même site, et c'est exactement à peu près les mêmes outils qu'on pouvait trouver pour les Néandertal et pour Homo sapiens. Donc, ça montre bien que la taille du cerveau joue pas un rôle si déterminant que ça. Okay. Et pareil, pour la définition du genre Homo, de l'humain, jusqu'à ce qu'on trouve floresiensis, les paléontologues avaient tendance à dire que ce serait le volume cérébral qui nous définirait. En général, on disait que le genre Homo, ce serait quand on a un volume cérébral de plus de 600 cm3, on dit que c'est le genre Homo. Floresiensis, 480, ça pose problème. Pourtant, ils l'ont bien mis dans le genre Homo parce qu'il a des caractères dentaires, crâniens et au niveau post-crânien, donc du squelette en général, qui sont propres au genre Homo aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs qui, pour le coup, ça a été une vraie révolution quand il a été trouvé ce fossile. Donc maintenant, il y a des questions, il y a juste vite fait des petites questions sur les extinctions des différents genres. Enfin, parce que là, on sait qu'il n'y a que Homo sapiens qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus que Homo sapiens. Et d'ailleurs, je voulais juste en revenir, c'est que si vous pouvez voir pourquoi on parle d'évolution buissonnante. Vous pouvez voir, si on trace un trait ici pour une période, vous pouvez voir qu'à un certain moment, il y a des espèces humaines qui ont cohabité, qui ont vécu en même temps sur la Terre. Ouais, complètement. Il y a 50 000 ans, il y avait 6 espèces humaines sur Terre. Donc, et pareil, quand on remonte ailleurs, donc c'est pour montrer que notre évolution, c'est pas une ligne, parce qu'il y a des humains qui ont cohabité. Et peut-être la question à laquelle tu voulais venir, c'est oui, maintenant, aujourd'hui, par contre, c'est un cas un peu unique, il n'y a plus qu'une seule espèce, c'est nous.
Homo les autres, sapiens. ils ont disparu comment en fait? C'était ça la question. Alors, c'est les grosses énigmes parce qu'on ne sait pas forcément. Parce qu'après, ils ont disparu. Il faut savoir que les espèces animales, enfin, même les espèces vivantes en général, vivent et disparaissent de façon naturelle. Pourquoi? Soit parce qu'elles évoluent et qu'elles changent de forme, ça peut être ça. Mais après, justement, il y a des débats, des fois, on ne sait pas s'il y a eu un débat, par exemple, entre Anamensis et Afarensis. Il y a des paléontologues qui se demandent si Anamensis, ce serait pas, par exemple, l'ancêtre, entre guillemets, de Afarensis. Et donc, lui, en gros, il aura évolué en lui. Ah et ouais, donc, c'est pour d'accord. ça qu'il aura disparu. C'est très débattu. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller voir, j'aurai pas le temps de Ouais, revenir là, là-dessus. t'auras pas le temps d'en parler, mais en gros, c'est intéressant de voir à quel point Mais les espèces, les mais en tout liens cas, il en faut fait savoir qu'il peut y avoir entre ces espèces. Des fois, il n'y a pas du tout de lien de parenté visible, et des fois, on peut émettre une hypothèse ça. d'ancêtre par rapport à l'autre, alors que pas forcément. Mais pas forcément. Mais C'est après, les beaucoup autres de espèces, débats encore. Alors, de toute façon, l'évolution humaine, c'est que des débats. C'est Et vrai, pareil, c'est ouf. et pourquoi les autres espèces ont disparu? Ça peut être aussi de façon naturelle, un changement d'environnement, ils sont pas su s'adapter, parce que l'humain, on n'échappe pas à l'évolution, on est comme tous les autres animaux, et même notre espèce à nous, Homo sapiens, un jour, on va disparaître. Ouais. Bon, en espérant que ce soit pas nous qui nous tuons nous-mêmes avec une catastrophe nucléaire ou autre, mais on va disparaître parce que notre environnement va peut-être changer, on va pas réussir à s'adapter, ou peut-être on va évoluer nous-mêmes en une autre espèce. Voilà, aucune espèce est éternelle, même pas les humains, surtout pas les humains. Et donc, une autre question. Par exemple, vas-y, finis. Oui, pardon. J'allais dire après, par contre, je sais qu'il y a beaucoup, pour les distributions d'espèces, il y en a peut-être beaucoup entendu des hypothèses sur le Néandertal. Ouais. Néandertal, il y en a peut-être qui ont entendu dire que ce serait nous, Homo sapiens, pas nous personnellement, mais qui l'aurait fait disparaître. C'est ça. Et qui aurait eu. Alors, il faut savoir que c'est vrai que Néandertal, il a disparu il y a 40 000 ans, 40 000 ans, si je me souviens bien, au moment où Homo sapiens est arrivé en Europe. Donc, c'est vrai que la coïncidence est un peu grosse, certains diraient, pour que ce soit une coïncidence. Après, il ne faut pas dire qu'il y en a beaucoup qui ont un tendance à imager trop. Caricaturer. Putain, ouais, ça y est, il fatigue. C'est la fatigue, j'ai C'est la chaleur là. Et aussi, ouais, ce que j'ai. Non, à trop imager, on va dire, à trop simplifier en voyant que Homo sapiens, en gros, aurait tué Néandertal, mais physiquement, qu'il y aurait eu des combats entre les deux espèces. Ouais. Ça, le problème, c'est que d'un point de vue archéologique et paléontologique, on n'a aucune trace de ces combats. Ouais. Et ça paraît un peu gros que si une espèce Homo sapiens a tué une autre espèce, qu'on n'ait aucune trace fossile, c'est quand même bizarre. Donc, on pense pas qu'il y ait une compétition directe dans le sens combat entre les deux espèces. Par contre, ce qu'il y a pu y avoir, c'est une compétition pour les ressources alimentaires. Parce que c'est vrai que Néandertal et Homo sapiens avaient deux modes de vie assez différents. Néandertal, c'était plutôt des groupes nomades et familiaux, des clans assez peu nombreux. Je crois que c'était une dizaine d'individus par clan. Homo sapiens, c'était des grands groupes de plusieurs centaines de personnes, si je me souviens bien. Donc, au niveau de la compétition, il y en a un qui est peut-être un peu plus avantagé. Il y a une stratégie qui est un peu plus avantagée. Donc, on pense que c'est peut-être ça, la compétition pour les ressources, qui aurait fait disparaître Néandertal. Après, il faut aussi savoir que Néandertal est apparu en Europe pendant l'ère glaciaire, la période glaciaire. Et il faut savoir que vers 30 000 ans, on était un peu... la dernière période glaciaire s'est terminée il y a 11 000 ans. Mais il y a peut-être les changements climatiques qui ont pu aussi jouer un rôle sur Néandertal. Donc voilà, on n'est pas sûr. En tout cas, c'est sûrement pas... des hypothèses de la disparition, d'accord. C'est ça. Après, c'est sûrement pas, comme certains ont un peu dit, peut-être comme on se l'imagine. Facilement, ouais. C'est pas un génocide. C'est pas un génocide, c'est pas Homo sapiens qui a déboulé, qui a voulu tuer Néandertal. Non, c'est plutôt une compétition entre espèces qui a peut-être mené à la disparition de Néandertal, mais on n'est pas sûr. Sachant qu'en plus, on sait quand même que Néandertal et Homo sapiens, on a eu des rapports, on va dire, plutôt amicaux, parce que on sait qu'on a une partie d'ADN de Néandertal en nous, qui serait liée de croisement génétique. Donc je vais pas faire dessin à croissance génétique. C'est ce qu'il disait dans le chat, c'est qu'en gros on a chez nous encore aujourd'hui des gènes de l'homme de Néandertal. Alors c'est pas des gènes à proprement parler. C'est pas parce que gène en fait c'est vraiment un gène, ça code pour un caractère. Oui, d'accord. C'est plutôt des fragments d'ADN, on va dire. Ce serait plus juste de parler de fragments d'ADN. 1 à 2%, si je me souviens bien, de Néandertal qui seraient issus de ces croisements entre Homo sapiens et Néandertal. Donc,
ça montre bien aussi que les rapports n'étaient pas forcément que conflictuels. Donc, Et il y a justement la question par rapport à l'homme de Flores là, qui nous intéresse, le Hobbit du coup. Est-ce que le Hobbit, on partage aussi génétiquement pour le Hobbit, des fragments d'ADN? Le problème pour le Hobbit, l'étude ADN n'est pas possible. Parce que l'environnement où il a été trouvé, c'est un environnement tropical, humide, l'ADN n'a pas été préservé. Parce que pour Néandertal, on a pu faire des analyses ADN parce que Néandertal a vécu dans un environnement froid et on a pu trouver des spécimens, enfin on a pu trouver des fragments d'ADN. Même on a pu séquencer tout son génome, il me semble. C'est ouf. Parce que l'environnement a permis de conserver l'ADN. Pour Florensis, même s'il a vécu il n'y a pas si longtemps, parce qu'il a vécu il y a 50 000 ans, malheureusement l'environnement a fait que humide n'a pas préservé l'ADN, donc on ne peut pas procéder à une comparaison génétique entre lui et nous pour pouvoir déterminer si, comme la question qui est une très bonne question, savoir s'il est plus proche de nous ou d'une autre espèce. Ça, on peut pas. On n'a que les caractères pour le coup. Ça parle de l'homme de Denisova aussi dans le chat, c'est quoi en fait? Les Denisoviens, alors oui, les Denisoviens, ils sont là. Alors c'est particulier. Les Denisoviens, lequel tu peux remontrer? C'est Denisoviens, d'accord. Ouais, ici, les Denisoviens. Ouais, okay. Denisoviens, c'est particulier parce qu'en fait, c'est une espèce qui a été définie que génétiquement, justement. En fait, on a trouvé des dents, je crois même que quelques dents, une molaire dont on a pu extraire l'ADN, et on s'est aperçu que cet ADN de cette population d'humains était différente de Néandertal et de Sapiens. Et donc, les gens ont défini une nouvelle espèce. Sauf que concrètement, cette espèce, on n'a que quelques fragments de dents. On n'a pas de squelette, tout ça, donc... et pareil pour les relations de parenté, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que récemment il y a un article qui a encore remis en cause les relations de parenté entre Denisoviens, Néandertal et Homo sapiens. Voilà, comme tu dis, oh là là, c'est bazar. C'est en gros, avant on pensait que les Denisoviens étaient plus proches des Néandertals. D'accord. On pensait que c'était une population par exemple de Néandertal qui était allée un peu plus au nord de l'Europe, si je dis pas de bêtises, parce que il me semble qu'ils sont un peu plus vers l'Allemagne et la Russie, si je dis pas de bêtises, un peu plus vers l'Asie. En tout cas, on pense qu'ils avaient dérivé d'une population de Néandertal et que ça avait donné une autre espèce, les Denisoviens. Sauf qu'on s'est aperçu en étudiant d'autres ADN qu'apparemment les Denisoviens pourraient être à certains niveaux pourraient être plus proches des Homo sapiens. Mais là, on pense que ça pourrait être encore dû à des croisements entre les deux espèces. Donc voilà, Denisoviens. C'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu le bazar. Surtout quand il y a la génétique qui entre en compte, tu vois, c'est un peu le bazar. Est-ce que ça pourrait pas être un homme de Flores en fait, puisque non, parce que après, Denisovien, puisqu'on a que l'ADN et qu'on n'a pas le squelette, alors que le Denisovien c'est l'inverse, on a le squelette mais pas l'ADN, alors que ça se trouve c'est la même chose. Denisovien, on a même qu'une dent, hein. On n'a pas du tout, on a pas de squelette complet. Oui, on n'a pas qu'une dent. Ouais. C'est la génétique qui l'a défini, on va dire, Denisovien. Oui, justement. Après, pour reparler on va peut-être parler un peu plus de Florensis. Oui, vas-y. Justement, la question c'est d'où il vient ce Florensis. Donc, pour rappel, on est sur une île. On est sur une île un peu isolée de tout. Comment il a fait pour arriver là? Comment les humains font pour arriver là? Et une des hypothèses pour expliquer Florensis, ce serait l'hypothèse du nanisme insulaire. Alors, qu'est-ce que c'est le nanisme insulaire? Le nanisme insulaire, c'est un phénomène évolutif qu'on a constaté quand certains groupes de vertébrés ou même d'animaux en général arrivent sur une île, une population se retrouve isolée sur une île, et les individus vont avoir tendance à diminuer de taille. Ouais. Significativement, la population, l'espèce va avoir tendance à devenir naine. Et en fait, ça s'explique parce que sur une île, il y a moins de ressources alimentaires, donc il faut être un peu plus petit pour éviter d'avoir... on survit plus facilement quand on est petit, donc si on survit plus facilement en étant petit, on va transmettre ce gène d'être petit. Exactement, la sélection naturelle joue son jeu, exactement. Et par exemple, on a des exemples en Europe, sur certaines îles en Méditerranée, il y a des éléphants qui sont arrivés, donc des éléphants... comme des éléphants, qui faisaient la taille des éléphants que des éléphants actuels, qui sont arrivés sur des îles en Méditerranée, et on a des espèces naines d'éléphants. Parce que ces éléphants, comme il fallait, comme tu as très bien expliqué, c'est exactement ça, comme sur une île, il y a moins de ressources, donc pour survivre, il faut mieux être petit, et comme la sélection naturelle favorise les individus qui survivent le mieux, c'est ainsi de suite qu'une nouvelle espèce naine est apparue. Et bien, c'est ce qui pourrait expliquer pour Florensis, ce serait une espèce naine, une espèce qui aurait subi un nanisme insulaire, et qui aurait donné donc Florensis. Maintenant, quelles espèces ce seraient? Parce que le problème, c'est que on pourrait se dire c'est Homo sapiens. Parce qu'il y a parce que comme je t'ai dit, c'est dans la même période, quoi, c'est ça. Les populations datent de 50 à 100 000 ans. Le problème, c'est qu'il y a certains caractères primitifs
qui semble montrer que ça peut pas être du sapiens. Mais il y a quand même certains caractères qui montrent bien que c'est du genre Homo. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut dire c'est bien du genre Homo, mais c'est trop. Il y a des caractères trop primitifs, entre guillemets, primitifs, ça aussi, c'est à nuancer, ouais, d'accord. C'est à nuancer, c'est dans le là je parle dans le contexte phylogénétique. Ça peut pas venir de Homo sapiens parce que Homo sapiens avait certains caractères qu'on ne retrouve pas en fait chez l'homme de Flores. Donc c'est pour ça que les auteurs de l'étude ont d'abord proposé que ce soit peut-être des espèces, enfin ce soit une population d'Homo erectus, qu'on sait que Homo erectus à cette période-là, on sait qu'il est en Asie. Okay. Donc on sait qu'il est dans le coin. Donc ça pourrait très bien être une population d'Homo erectus qui a migré sur l'île et a donné Florescensis. Problème, il y a des caractères dérivés qu'on trouve chez Erectus qu'on ne trouve pas chez Florescensis. Ah merde. Donc ça voudrait dire, alors soit l'hypothèse ce serait que Florescensis, en plus de l'évolution de la taille, aurait subi une espèce de régression entre guillemets, donc il serait passé de caractères dérivés, il aurait réacquis des caractères primitifs. Comme le disent, c'est possible, mais c'est très invraisemblable. C'est pas l'hypothèse, on va dire, la plus parcimonieuse, celle qui demande le moins d'hypothèses. Ouais. En fait, là, l'idée, c'est que Homo erectus, il avait évolué, et il y avait certains caractères primitifs qui, lui, qui a évolué, enfin, qui ont disparu, en fait, qui sont devenus dérivés, du coup, mais après qu'on retrouve chez l'homme de Flores, quoi. Donc, c'est comme s'il les avait perdus, ces caractères archaïques, pour en avoir des dérivés, et qu'après... Florensis, il les retrouve finalement. C'est ça, mais ça, c'est pas. D'accord, c'est pas la plus parcimonieuse, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'ont proposé les auteurs en premier, mais après, cette hypothèse a été apparemment été rejetée. Depuis l'article. Et même les auteurs eux-mêmes l'ont reconnu. D'accord, que c'était un peu casse-gueule, ouais, d'accord. Que c'était pas peu probable. Donc après, la seule façon d'expliquer pourquoi ce Florescensis a quand même la présence de caractères primitifs chez Florescensis, ça serait qu'ils viennent d'une population humaine, mais d'une espèce plus ancienne. Par exemple, Homo habilis. Ou par exemple, même, il y en a même qui proposeraient les Australopithèques. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors, pour rappel, pour montrer, les Australopithèques, ils sont là, habilis, il est là. Donc, c'est vraiment des espèces plus ancien, quoi. Ouais, okay. Plus ancien, exactement. Problème, c'est que ça impliquerait que les humains seraient sortis plus tôt d'Afrique que ce que l'on pense. Parce que pour l'instant, la première espèce qui est sortie d'Afrique, c'est Homo erectus. Et on n'a pas d'autres traces de sortie d'Afrique avant Erectus. Donc cette hypothèse-là pourrait marcher, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de preuve que les humains sont sortis plus tôt d'Afrique que ce que l'on pensait. Il faudrait trouver, pour vraiment valider cette hypothèse, il faudrait qu'on trouve des Homo habilis en Asie, plus vieux que 2 millions d'années. Sauf que pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Attends, fais voir, mets le curseur dans le globe oculaire, là. J'ai cru voir Terminator pendant un moment. et là, c'est le travail. Et là, c'est le... Et là, c'est mélange de franchises improbables. Et voilà, let's go. Bon, désolé, j'ai un peu trop chaud, là. J'ai mon cerveau qui fond de chaleur, là. C'est l'été, mesdames et messieurs, il fait chaud. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, en fait, non, mais ce que j'ai compris, excuse-moi, je te coupe beaucoup, c'est vrai, je suis un peu désolé, mais j'essaie de comprendre. Il y a une difficulté à savoir, en fait, qui est cet homme de Flores, finalement, d'où il vient. Est-ce que, qui est son ancêtre? Qui est son ancêtre? A priori, ça serait pas Homo erectus. Enfin, l'hypothèse est un peu bancale, on n'y croit pas trop. Mais Homo habilis ou Australopithèque, qui sont plus anciens que lui, ça marche mieux, et puis au niveau caractère ça marche mieux, c'est ça. C'est ça. Après, c'est juste que comme on trouve des caractères, c'est ça aussi le souci, c'est comme je l'ai dit, on trouve aussi chez Homo florensis, on trouve aussi des caractères très dérivés, comme par exemple la bipédie exclusive, que l'on ne trouve pas. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça c'est pareil. Ça voudrait dire que ce caractère-là, si on revient à la convergence évolutive, ça voudrait dire que ce caractère-là, il l'a acquis par convergence évolutive. Sauf que pareil, il y a les gens qui se demandent... parce que l'environnement où il a vécu, on ne sait pas. Ils se demandent est-ce que c'est un environnement qui pourrait forcément faciliter la bipédie. Ouais, est-ce que vivre sur une île, tu vis plus facilement sur une île quand tu es bipède? Voilà, après, en gros, il y a cette hypothèse-là ajoutée. Il faudrait que ce soit une espèce plus ancienne, et en plus, il faudrait qu'il acquiert la bipédie parallèlement à nous, à Homo sapiens, qui nous sommes bipèdes. Oui, bipèdes exclusifs. Mais sinon, il y a une autre. Donc, ça, c'est l'hypothèse d'une anis insulaire. Ça serait donc en gros une espèce humaine, donc on ne sait pas laquelle. Erectus, peu probable. Habilis, peut-être, mais on n'a pas la preuve. Donc, une espèce ancienne humaine qui serait arrivée en Asie et qui serait passée sur cette île, donc Florescensis, l'île de Flores,
et qui donc la population arrivée sur l'île de Flores aurait subi l'évolution d'une anis insulaire et aurait donné l'Homme de Flores. Ça, c'est l'hypothèse d'une anis insulaire. Il y a une autre hypothèse. Alors, donc voilà, c'était pour rappeler ça. Donc, l'autre hypothèse, ça serait donc, ce serait bien un représentant Homo sapiens, donc de l'autre espèce, mais qui serait pathologique, qui aurait une pathologie. Et cette pathologie, c'est ce qu'on appelle la microcéphalie. C'est le fait d'avoir une petite tête. Parce que comme vous l'avez vu, le volume cérébral de cette espèce est vraiment significativement plus petit que le volume cérébral moyen de Homo sapiens. Donc, il y a certains d'autres qui ont proposé comme contre-hypothèse pour répondre aux anis insulaires, l'hypothèse que ce soit bien un Homo sapiens, mais que ce soit qui était malade. Qui était malade. Sauf que ça, c'est difficile à prouver. Parce que comment prouver que c'était une... ça, là-dessus, sans... pas beaucoup d'arguments. Dans le livre, il explique, ils disent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'arguments. C'est juste qu'on constate qu'il y a un humain qui a une plus petite tête, donc on propose la microcéphalie. Après, comme ils disent, il faudrait l'ADN en fait, encore une fois, pour prouver ça. Parce que c'est peut-être une maladie génétique aussi, non même l'ADN, si on avait l'ADN, si on avait l'ADN et qu'on montrerait que c'était on pourrait voir tout de suite que c'est un Homo sapiens. Oui, c'est ça. Avec l'ADN, on pourrait l'attribuer direct à une des catégories. On n'a pas, comme je l'ai dit, les conditions font que l'ADN est un peu plus réservé, donc on n'a pas l'ADN. Tu vois la frustration que tu ressens, ça c'est la frustration que tous les paléontologues ressentent. C'est que il manque des trucs. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des recherches qui se poursuivent là-dessus pour essayer de trouver, de comprendre d'où vient cet homme de Flores. Je dis cet homme de Flores, c'est même cette femme de Flores, parce que le spécimen que je vous ai montré, c'est une femme. Et donc voilà, pour l'instant, on a ces deux hypothèses qui s'opposent. Il y a juste l'avantage de cette hypothèse-là de l'humain pathologique, de la microcéphalie, c'est que ça remet pas tout en cause tout ce qu'on savait sur l'évolution humaine. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire qu'on est sorti plutôt de l'Afrique. Et même aussi, comme je l'ai dit avant, on pensait que la tendance de l'évolution de la vie humaine, c'était que le cerveau grandissait, qu'on devenait... Alors que lui, il remet en cause en fait cette tendance du cerveau qui grossit, parce qu'il est récent et il a un petit cerveau. Donc, après, le nanis insulaire peut aussi expliquer ça. Le nanis insulaire peut expliquer la diminution de la taille du cerveau. Après, en partie parce que je crois que même proportionnellement, la taille du cerveau est quand même plus petite par rapport même à sa taille, même si c'est un humain plus petit. 480 cm3, c'est quand même vraiment très petit. Comme je dis, c'est l'équivalent d'un chimpanzé. Donc, c'est vraiment très petit. Donc voilà, cet humain, ces humains de Flores ont posé beaucoup d'énigmes et posent toujours beaucoup d'énigmes. Enfin, on dit ces humains, mais il n'y a qu'un seul représentant, il n'y a qu'un seul fossile. Il n'y a pas qu'un seul fossile. Le plus connu, c'est celui-là. Et il y a d'autres restes qu'on a trouvés. Il y a des fragments des fragments post-crâniens qu'on a trouvés. Et aussi des outils. Mais c'est lui le plus connu. Enfin, c'est ce spécimen-là le plus connu. Et le plus ce qu'on dirait, c'est l'holotype de l'espèce. Exactement. Donc maintenant, en ce moment, les paléontologues continuent à chercher d'autres restes pour essayer de comprendre. Peut-être certains ont vu que justement, il y a cette espèce-là, Homo luzonensis. Ça a été découvert il y a 2 ans. C'est sur l'île de Luzon, donc aussi en Indonésie. Ça serait une autre espèce, peut-être naine d'humain. Ah bon? Qui est aussi. Mais pourquoi elle ressemble pas à Florensis du coup? Elle est différente. Alors en fait, celui-là, je peux vous montrer vite fait. Attends, je sais pas si je peux sortir de ma présentation. Vous voyez. Yes. Je peux vous montrer vite fait l'article de cette nouvelle espèce, donc aux Philippines. Et en fait, je peux vous montrer vite fait pourquoi on l'a. Parce qu'en fait, les restes, voilà, c'est. Attends, je vais remonter. Les restes, c'est que ça. Voilà, que des dents et des métacarpes, des métatarses, mais qui montrent quand même suffisamment de différence au niveau des caractères de la morphologie pour que les paléontologues aient pu dire c'est une nouvelle espèce, que c'est une autre espèce. Et s'il y en a qui veulent en savoir un peu plus, je me suis entretenu avec un des auteurs sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez en apprendre plus. Let's go ta chaîne YouTube, t'as fait plein de trucs sur le sujet. Voilà, le laboratoire où j'ai travaillé est spécialisé dans l'évolution humaine, donc là-dessus, c'est vraiment leur domaine. C'est top, ça va être trop intéressant. Exactement. Là, t'as remis sur... Hop, oui, c'est rien, c'est juste que... Ah oui, la présentation est repassée. Hop, attendez. De toute façon, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc... Ouais, vas-y, pardon, excuse-moi, fini. Attends, j'ai juste... Spoiler de la fin. De la fin. Attends, c'est juste que je voudrais passer ça. Faut que je rechange de mode. C'est ça, attendez, hop,
T'inquiète, j'ai tout caché. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Dans l'ombre du Mordor. Après, on peut faire comme ça. Ah, attends. Hop. On va faire comme ça, sinon. Parce que moi, c'était la fin. Il n'y a plus de diapo. Il n'y a plus de diapo, c'est terminé. C'est la fin. Voilà. Donc, on dit, on arrive à la fin. Donc, vous voyez, comme on dit. Après, pour conclure, un peu comme ce que Tolkien a fait avec dans les Hobbits, c'est que les Hobbits, c'est vrai qu'ils paraissent insignifiants dans l'histoire de la Terre du Milieu. Pourtant, comme vous le savez, ceux qui ont vu les films et les livres, c'est eux qui ont eu le plus gros impact, qui ont révolutionné même complètement l'histoire. Bah là, c'est un peu pareil. On a un Hobbit qui révolutionne complètement qui pose qui en tout cas pose beaucoup de questions sur tout ce qu'on savait sur l'évolution humaine. Donc c'est intéressant un peu ce parallèle-là. Et comme on dit, pour dire la science, on a l'impression que le voyage est fini, mais non. Le voyage ne s'achève pas ici. Que continuer. Et exactement. Sur donc, voilà, donc voilà, c'est pour vous dire, la science, on continue toujours à chercher des réponses là-dessus. Et donc voilà. Merci beaucoup, merci John sur cette fin incroyable. On vient de recevoir un raid de Léo Grasset.